Bien, bon, on va commencer ce conseil municipal. Alors, le pouvoir de Mme Michèle Touchard à M. Jacques Didier, de Mme Valérie Thiéfine à Mme Brigitte Poli, de Mme Myriam Mouraille à Mme Jeanne Doyer-Roussel, et de M. Jean-François Collet à M. Fabrice Dufour. Ah bah, s'il rejoint à ce moment-là, il reprendra la main. Donc, désignation d'un secrétaire de séance, Mme Gaëlle Lefebvre. C'est parti. Jacques. Et de la communauté de communes Retz-en-Valois pour achever l'aménagement du boulevard urbain sur le territoire de la commune de Villers-Cotterêts, vu la convention d'application 2021 de la convention subvisée précisant les modalités de participation de la commune au financement pour 2020 du boulevard urbain. Considérant l'avis émis par la commission Travaux, Logement, Patrimoine, Urbanisme et Environnement en sa séance du 7 avril 2021, le conseil municipal, après en avoir délibéré, s'engage à verser le fonds de concours au titre des dépenses de l'année 2020 d'un montant de 35 200 €, soit 25% du montant total hors taxe des dépenses réalisées, moins les 160 000 € participation cumulée de la communauté de communes de Retz-en-Valois, moins les 436 900 participations antérieures cumulées de la commune, qui est égal à 35 290,93, arrondi à 35 200, au département de l'Aisne, au plus tard le 30 octobre 2021. Dit que les crédits sont inscrits au budget 2021. Autorise Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention d'application 2021. Charge à déléguer Monsieur le maire ou son représentant en fin d'exécution de la commande. Derrière, vous avez la convention. Merci. Bon, ça, c'est dans le cadre de la logique des fonds de concours, comme l'explique en commission. Donc, c'est une délibération qui rentre dans le cadre de la convention qu'on a conclue pour l'ensemble dans le cadre de l'ensemble de la mise en œuvre du boulevard urbain. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, je mets cette délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont pour? Ceux qui s'abstiennent, ceux qui votent contre, adopté à l'unanimité. Acquisition d'une partie des immeubles cadastrés AH17 et AH18 à Mme Estelle Pau. Donc, vu la déclaration d'intention d'aliéner reçue le 27 janvier 2021 concernant la propriété cadastrée AH17 et AH18 située 1 bis chemin de la Belle Idée, vu l'emplacement réservé ER9 destiné à élargir le chemin de la Belle Idée afin de permettre l'urbanisation de la fosse Salmon, inscrit au plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Retz-en-Valois, approuvé le 20 février 2020, vu l'orientation d'aménagement et de programmation fosse Salmon, inscrite au plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Retz-en-Valois, approuvé le 20 février 2020, vu la proposition d'acquisition transmise à Mme Estelle Pau le 4 mars 2021 concernant une bande de terrain d'environ 2 mètres de profondeur prise sur toute la largeur de la propriété côté rue, environ 27 mètres, selon le plan 6 juin, est destinée à l'élargissement de la voie publique particulièrement étroite à cet endroit, conformément à l'emplacement réservé numéro 7 susvisé. Et une parcelle d'environ 1300 m² à diviser dans la partie arrière de la parcelle AH18, selon le plan 6 juin, est destinée à permettre la réalisation d'une zone tampon, espace vert, tamponnement des eaux pluviales et création de voies piétonnes, conformément à l'orientation d'aménagement et de programmation fosse Salmon. Vu l'offre de prix à 27,61 € du mètre carré qui a été faite à Mme Estelle Pau pour l'acquisition de ces deux parties de terrain, les frais de géomètre et de notaire devant rester à la charge de la commune participera par ailleurs, vétusté déduite, au déplacement de la clôture existante ou à la construction d'une nouvelle clôture. Vu le courrier d'acceptation de l'offre d'acquisition en date du 10 mars 2021 reçu en mairie le même jour, vu la renonciation à préemption notifiée le 25 mars 2021, considérant que les parties de terrain à acquérir ont une valeur vénale cumulée inférieure à 180 000 € et que cette acquisition ne nécessite donc pas l'avis préalable du service des domaines, vu l'avis favorable de la commission Travaux, Logement, Patrimoine, Urbanisme et Environnement en date du 7 avril 2021, décide d'acquérir à Mme Estelle Pau, demeurant 6 impasse du Marchot à Villers-Cotterêts, ou à toute autre personne physique ou morale désirant s'y substituer, une bande de terrain d'environ 54 m² à diviser dans la partie avant, côté rue, des parcelles cadastrées AH17 et AH18 selon le plan juin,
ainsi qu'une parcelle d'environ 1300 m² à diviser dans la partie arrière de la parcelle à H18 selon le plan 6 juin au prix de 27,61 € par m², net vendeur, soit un prix total prévisionnel de 37 383,94 €, augmenté des frais et charges afférents, dont les frais de géomètre et de notaire. Précise que les emprises exactes des parties de terrain à acquérir seront fixées dans le document de division établi par le géomètre et que le prix de vente définitif sera fixé en conséquence. Donc autorise le maire ou son représentant à signer l'acte d'acquisition ou tous les documents préparatoires s'y rapportant. Charge délègue le maire ou son représentant aux fins d'exécution de la présente. Donc c'est une parcelle effectivement qu'on acquiert dans le cadre de la maîtrise foncière sur la fosse Salmon de manière à maîtriser un petit peu ce qui s'y passe pour éviter une densification excessive des espaces, et en même temps il y avait aussi l'intention, au fur et à mesure que l'occasion se présente, de pouvoir élargir cette rue qui est très étroite, qui peut être parcourue, franchie à cet endroit-là que par un seul véhicule, et donc c'est la raison pour laquelle nous avons pris cette opportunité, et nous avons pu d'ailleurs nous arranger très facilement avec la personne dans le respect des intérêts de toutes les parties. Voilà, donc, s'il y a des questions. Si on n'a pas, je mets cette délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont pour? Ceux qui s'abstiennent, ceux qui votent contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, renouvellement des membres du bureau de l'association foncière de remembrement, donc l'AFR de Larny-sur-Autonne et Villers-Cotterêts. Alors, vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R 133.3, vu l'arrêté préfectoral de création de l'AFR de Larny-sur-Autonne et Villers-Cotterêts en date du 22 octobre 1996, l'article 3 de cet arrêté et l'article 9 des statuts de l'AFR de Larny-sur-Autonne et Villers-Cotterêts concernant la composition du bureau de l'association, vu la demande adressée par Serre France à la mairie de Villers-Cotterêts le 24 novembre 2020 indiquant la nécessité, suite aux dernières élections municipales, d'élire de nouveaux membres titulaires et suppléants pour le bureau de l'AFR de Larny-sur-Autonne et Villers-Cotterêts, considérant que M. le maire de Villers-Cotterêts est membre de droit et qu'il revient au conseil municipal d'élire 3 membres du bureau parmi les représentants des propriétaires concernés par le remembrement, dont 2 titulaires et 1 suppléant, vu l'avis favorable de la commission Travaux, Logement, Patrimoine, Urbanisme et Environnement en date du 7 avril 2021, décide de procéder à l'élection à main levée après accord à l'unanimité, je vous demanderai donc d'abord, des conseillers municipaux de 3 propriétaires au scrutin majoritaire, article L. 121-12 du Code général des collectivités territoriales, 2 titulaires et 1 suppléant, selon la liste ci-dessous. Donc il y a M. Jacques Bellet, qui est domicilié au 21 rue de Sarly à Dampleux au poste titulaire, M. Charles Bellet, domicilié 5 rue du Vieux-Château à Coyolles au poste titulaire, et M. Bernard Costenoble, domicilié 9 place de la Dîme à V au poste de suppléant. Je vais donc faire d'abord voter le principe du vote à main levée. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je vais demander les abstentions. Personne ne vote contre, donc le principe est adopté. Je pense qu'il faut procéder d'abord pour les titulaires et les suppléants de manière distincte, je crois. Ouais, c'est ça. Donc je vais d'abord mettre aux voix effectivement le vote des titulaires. Donc ça concerne M. Jacques Bellet et M. Charles Bellet. Quels sont ceux qui sont favorables à la désignation de ces personnes? Celles qui s'abstiennent, ceux qui votent contre, adopté à l'unanimité. Et je vais mettre au vote maintenant le vote pour M. Bernard Costenoble au poste de suppléant. Quels sont ceux qui sont favorables? Ceux qui s'abstiennent, ceux qui votent contre, adopté à l'unanimité. Donc, établissement d'une servitude canalisation pour GRT Gaz, chemin rural de Coyolles. Vu la demande de permis de construire PC 002 810 20 Z 0018 déposée le 11 septembre 2020 concernant le projet de construction d'une unité de méthanisation rue de Plaisance à Villers-Cotterêts, considérant que cette unité de méthanisation doit être raccordée à la station GRT Gaz située le long du chemin du demi-échangeur RD 231 à RN2 pour y injecter le gaz produit, considérant que la canalisation de raccordement doit emprunter le chemin rural de Coyolles qui appartient au domaine privé communal, vu le projet de convention de servitude relatif à l'implantation de cette canalisation dans l'emprise du chemin rural de Coyolles, établi par la société GRT Gaz, reçu le 26 février 2021 en mairie de Villers-Cotterêts et annexé à la présente délibération, vu l'avis favorable de la commission Travaux, Logement, Patrimoine, Urbanisme et Environnement en date du 7 avril 2021, décide de concéder à GRT Gaz une servitude réelle conventionnelle sur le chemin rural de Coyolles pour les besoins du raccordement de l'unité de méthanisation devant être construite rue de Plaisance par la société Rest Biogaz,
selon les conditions prévues à la convention de servitude ci annexée. Autorise Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de servitude et tous les documents préparatoires s'y rapportant. Charge et délègue le maire ou son représentant en fin d'exécution de la présente. Donc il s'agit de 5 mètres, de passer en dessous le chemin rural de 5 mètres de longueur. La servitude a été fixée à 200 €. Question ? Alors, si on n'a pas, je mets cette délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont favorables ? Quels sont ceux qui s'abstiennent, ceux qui votent contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Autorisation des versements des indemnisations aux commerçants de Villers-Cotterêts après avis de la commission d'indemnisation amiable suite aux travaux de réaménagement du centre-ville. Vu la délibération du 13 novembre 2019 ayant mis en place une commission d'indemnisation amiable commune à la ville de Villers-Cotterêts et à la CCRV, ayant pour objet d'examiner et de rendre un avis sur les demandes d'indemnisation des commerçants et responsables d'entreprises riverains qui justifieraient avoir subi un préjudice commercial lié à la réalisation des travaux du centre-ville de Villers-Cotterêts. Vu la délibération du 18 novembre 2020, ayant approuvé le règlement de la commission d'indemnisation amiable, vu les avis rendus par la commission d'indemnisation amiable en date des 4 et 11 mars 2021, concernant les dossiers de demande d'indemnisation présentés par les commerçants et responsables d'entreprises riverains, suite à la phase 2 des travaux de réaménagement du centre-ville, est détaillé dans le tableau ci-dessous. Brasserie Alexandre Dumas, 10 000 €. Studio Malto, 2 319 €. Jouets Sajou, 1 808 €. Chez Mémo, 10 000 €. Mes amis les poilus, 2 361 €. Bar des PTT, 7 025 €. Bijouterie Feuillâtre, 5 278 €. Le goût du saké, 5 000 €. La boulangerie Saint-Rémy, 10 000 €. Elio Tatou, 5 000 €. Chez Bubu, 9 904 €. Bar La Française, procédure d'urgence en décembre 2020, 10 000 €. Le Longchamp, 10 000 €. La pharmacie centrale, 5 000 €. Central Pressing, 6 681 €. Artiste en herbe, 4 106 €. La Fromentine, 10 000 €. L'Institut Cléo, 5 944 €. La Pasta de la Mamma, 6 171 €. La Tulipe, 1 227 €. Le Balto, 2 453 €. Le Régent, 5 000 €. Coiffure Elena, 1 038 €. Taureau Factory, 4 804 €, soit un total de 141 119 €. Vu l'avis favorable de la commission commerce, artisanat et affaires économiques en date du 12 avril 2021, après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les avis rendus par la commission d'indemnisation amiable des 4 et 11 mars 2021 pour les 24 dossiers ci-dessus. Autorise le versement des indemnités proposées par la commission d'indemnisation amiable aux commerçants et entreprises concernées sous réserve de la signature préalable avec chaque professionnel d'une convention comportant une clause de renonciation à tout recours, telle que prévue dans l'article 17 du règlement de la Commission.
charge et délègue Monsieur le maire ou son représentant aux fins d'exécution de la présente. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui. Excusez-moi, c'est juste on me signale que la retransmission sur Facebook ne fonctionne pas bien. En espérant que ce soit vite rétabli. Sur la délibération, s'il n'y a pas de questions, je vais la mettre aux voix. Quels sont ceux qui sont pour? Ceux qui s'abstiennent, ceux qui votent contre, adoptés à l'unanimité, je vous remercie. Modification des conditions de la rétrocession du lot 2020 dans les locaux. Cependant, face au contexte difficile lié à la crise sanitaire du Covid et face à la difficulté financière rencontrée par la société SG Informatique pour pouvoir obtenir une caution bancaire conforme à l'article 5B du cahier des charges de la rétrocession, cette caution devant être solidaire avec renonciation aux bénéfices de division et discussion et couvrir les loyers, frais et indemnités dus pendant toute la durée de l'activité du bénéficiaire de la rétrocession jusqu'à l'issue de la 3e année suivant la cession du bail par ce dernier à son successeur. Caution qui avait été demandée par les propriétaires bailleurs. Une négociation a été engagée par Monsieur le maire avec les propriétaires afin de modifier cette clause. Suite à une réunion organisée en mairie le 26 février 2021, un accord a pu être trouvé avec les propriétaires qui ont accepté de ne plus demander de caution bancaire à l'appui de la rétrocession du bail. En contrepartie, le dépôt de garantie devra passer à 3 mois au lieu de 2 et le loyer devra être payé mensuellement le 1er jour du mois par virement bancaire. Le conseil municipal charge et délègue Monsieur le maire ou son représentant aux fins d'exécution de la présente. Y a-t-il des questions? Oui. Je profite de cette délibération pour relayer auprès de cette Assemblée une émotion qui m'a été remontée par plusieurs Cotrésiens, et pas seulement à moi, également à d'autres membres de mon groupe. Ça concerne la place du docteur Mouflier, ça concerne le dernier Villers Info, dans lequel il y a des témoignages de commerçants, qui sont d'ailleurs contents des travaux, ce qui est très bien. Et où Madame Delpierre de l'agence Arthur Immo est interrogée. Et donc moi je considère ça comme une maladresse de votre part, puisque Madame Delpierre étant conseillère municipale, beaucoup de gens se sont émus, mais vraiment, sinon j'en parlerai pas ici, beaucoup de gens se sont émus qu'une conseillère municipale figure dans le Villers Info, même si c'est au titre professionnel. Et a priori, les autres agences immobilières n'ont pas été interrogées pour témoigner. Donc, je me suis engagée à relayer ça auprès de vous. C'est fait. Moi, je considère que c'est une maladresse. Voilà. Donc, je vous laisse me répondre. Alors, en ce qui me concerne, j'avoue que je n'ai même pas prêté particulièrement attention. Madame Delpierre, d'ailleurs, n'a pas à me demander si elle est interrogée. C'est une citoyenne comme tous les Cotrésiens. Elle ne doit, bien sûr, comme aucun élu, bénéficier d'un traitement de faveur. Mais inversement, parce qu'on est élu, on ne peut pas être exclu non plus d'être interrogé comme n'importe quel citoyen. Alors, moi, je peux comprendre, effectivement, c'est pas quelque chose qui... Votre intervention, j'en prends note, mais bon, c'est pas... la prochaine fois, il faudra bien surveiller à ce que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient interrogés. Là, je suis bien d'accord.
Pour l'instant, je pense qu'on ne peut pas constater particulièrement que les élus sont plus interrogés que d'autres sur plein de sujets qui font l'objet de la communication municipale. Mais ça peut arriver qu'effectivement, dans le cadre de leurs fonctions, je pense que Mme Delpire a répondu dans le cadre de ses fonctions, je ne pense pas qu'elle s'est lancée dans une opération de promotion de la municipalité. J'invite effectivement, simplement à chaque fois qu'un élu est interrogé, bien évidemment, de faire la part des choses entre l'objet sur lequel il peut l'être purement à titre professionnel, et il n'y a aucune raison d'exclure qui que ce soit. Mais effectivement, voilà, l'opération peut parfois être un peu délicate, ça je vous le concède, mais il n'y a pas eu du tout malice de notre part, et ni aucune volonté de profiter de cette occasion pour... Voilà, j'avoue que je n'avais pas relevé, j'avais relevé de petites choses parfois, mais pas celle-ci. Mais bon, votre remarque, on la prend, hein, il n'y a pas de sujet de polémique. Mais franchement, il n'y a pas eu d'arrière-pensée de qui que ce soit. D'ailleurs, moi, je ne verrais aucun inconvénient qu'un commerçant qui soit éventuellement même élu de l'opposition soit intéressé. C'est pas pour ça que c'est pas un citoyen non plus. Bon, voilà. Mais bon, on prend note de votre remarque. Et peut-être Madame Delpierre veut dire un mot, je ne sais pas. Comme je vous ai interpellé directement. Alors oui, effectivement, le Villers Actu m'avait contacté. J'ai accepté de répondre à leurs questions, mais sans pour autant aller mettre en avant la mairie ou mon commerce. Voilà, c'était des questions purement, on va dire, pour parler un petit peu de ce qui se passe à Villers. Et je n'allais pas leur dire non, je ne peux pas vous répondre parce que je suis conseillère. Je suis quand même aussi commerçante. À partir du moment où certains se posent des questions, c'est normal qu'on y réponde, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on a voté la délibération précédente du coup ? Alors, donc je mets au vote, s'il n'y a pas de questions s'y rapportant la délibération précédente qu'on vient d'expliciter. Quels sont ceux qui sont pour ? Ceux qui s'abstiennent, ceux qui votent contre, adopté à l'unanimité. Fixation du périmètre du marché du jeudi matin pendant les travaux d'aménagement de la Cité internationale de la langue française dans le château de Villers-Cotterêts. Le conseil municipal, vu la convention de délégation de services publics signée le 31 décembre 2019 avec la société Géraud et Associés, 27 boulevard de la République à Livry-Gargan, 93 190, et relative à l'exploitation des foires et marchés communaux de Villers-Cotterêts, vu les modifications à apporter au périmètre du marché suite aux travaux de réaménagement du centre-ville et au chantier de la Cité internationale de la langue française, considérant la nécessité de garantir la sécurité de la circulation du public et l'accès des véhicules et moyens de secours, vu le projet de périmètre établi par les services techniques de la ville de Villers-Cotterêts, après relevé sur place et en concertation avec le délégataire, vu l'avis favorable de la commission commerce, artisanat et affaires économiques en date du 12 avril 2021, approuve le plan fixant le nouveau périmètre du marché tel qu'annexé à la présente délibération. Charge et délègue Monsieur le maire ou son représentant aux fins d'exécution de la présente. Oui. Oui, monsieur le maire, je voudrais savoir ce qui est prévu pour le stationnement des camionnettes des camelots par rapport à cette nouvelle implantation. Alors, le stationnement des camionnettes est normalement prévu dans leur jour de marché, une partie dans le Grand Bosquet, puisqu'il n'y aura pratiquement aucune place pour les faire sur le site. Ils ont effectivement une amplitude le matin et à l'issue du marché pour pouvoir charger
Donc là, sous contrôle, bien sûr, de la police municipale et du respect des arrêtés en vigueur. Mais c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, toutes ces questions faisaient l'objet d'inquiétude de la part du délégataire, et à juste titre. C'est la raison pour laquelle on a voulu véritablement formaliser, dans le cadre du déroulé de sa délégation, puisqu'il y a quand même des implications financières, les espaces qu'il pouvait occuper, ce qui ne veut pas dire qu'il les occupera d'ailleurs tous simultanément, mais le problème de stationnement, effectivement, dans le secteur, presque amène à nous rabattre. Alors, il y a quelques véhicules, bien sûr, notamment pour tout ce qui est l'alimentaire et qui nécessite une certaine logistique, devront entrer préalablement en matinée au fond du marché, notamment je pense à ceux qui sont sous la halle couverte et qui nécessitent des moyens techniques en chaud ou en froid. Donc ça a été spécifié et vu avec le délégataire, mais le reste de ceux véhicules qui n'ont pas d'utilisation dans le marché doivent être normalement dans le Grand Bosquet, ce qui d'ailleurs nous a aussi poussé à entamer une discussion avec le CMN, compte tenu de la montée en puissance du chantier, sur le partage des usages du Grand Bosquet. Et en déroulant la plotte, on a également particulièrement revu la convention qu'on avait avec l'ONF, qui est une convention à courte durée, qui a été raccourcie pour pouvoir s'adapter plus facilement à l'évolution du chantier. Et sachant qu'à terme, le Grand Bosquet, il n'est pas du tout évident, c'est même presque sûr que non, qu'il reste dans la houlette de l'ONF. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a préféré, nous, essayer d'acter le plus de choses possible pour ne pas avoir à improviser à l'excès pendant cette phase chantier qui, je le rappelle, n'est pas encore arrivée à son développement maximal aujourd'hui en termes de présence d'homme-jour. Hein, mais voilà un petit peu la démarche. Mais effectivement, le stationnement, de toute façon, c'est la problématique générale qu'on a dans tous les domaines ici sur le centre-ville. Voilà. Donc les camionnettes ne pourront pas se garer place du docteur Mouflier? Ah non, ça normalement, d'ailleurs on leur a précisé. Alors ce qu'il y a par contre, c'est qu'il y a eu une rangée qui doit être libérée, les places de parking qui longent le temps normalement de décharger, mais normalement elles n'ont pas vocation à stationner. La difficulté qu'on a parfois, c'est à faire respecter les arrêtés, ça c'est un autre sujet. Il y a aussi une contrainte aussi qui est liée, même si on essaye de faire en sorte que les banques notamment évitent de choisir le jeudi pour livrer les fonds, mais il y a aussi d'autres servitudes, d'autres usages qui sont à gérer. C'est la raison pour laquelle, effectivement, il faut vraiment éviter que les stationnements se fassent sur à la fois Docteur Mouflier et toute la partie qui est consacrée au marché. Voilà, tout à fait. C'était le sens de ma question, surtout. Voilà, puis on a une autre problématique plus ponctuelle, mais qui fait l'objet d'un débat très particulier, c'est les forains. Les forains. Les forains. Oui. Pour la fête foraine. Ah oui, pas pour le marché. C'est un sujet en soi, mais là qui nécessite une approche très particulière. Ah, ça, c'est un autre sujet. Je voulais revenir, tant que nous sommes sur le marché du dimanche matin. Ce serait bien que la rôtisserie mette une bâche en dessous pour pas tacher justement les différents pavés. Je l'avais déjà évoqué lors de la commission. Je sais que c'est pas simple, mais les taches de gras, ça ne s'enlève pas comme ça. Donc revoir oui, il faut on a demandé au délégataire, c'est M. Édouard Jean était intervenu pour demander ce qu'on appelle une rétention, qui soit mise sur la partie granit, surtout que c'est une pierre qui est costaud, mais qui peut s'imprégner des graisses. Donc normalement, on lui a demandé également de prévoir ce qu'on appelle effectivement une rétention. Il faudra qu'on veille d'ailleurs à ce qu'elle soit mise en place. Et on demandera également à ce que ce soit surveillé, pas uniquement par M. Jean, mais également par les membres de la mairie qui ont pouvoir de faire respecter un certain nombre de dispositions. Voilà, de toute façon, il a aussi des dispositions réglementaires à respecter lui au niveau de ses tourniquets. Ouais, tout à fait. Et il n'y a pas que lui d'ailleurs. Il y a d'autres sur les granites. Oui, j'ai pris la rôtisserie, mais tout ce qui est alimentaire, je dirais. Et pour finir sur ce sujet du marché du dimanche matin, pareil, le délégataire, il faut qu'il veille bien à ce que les sacs poubelles soient enlevés, qu'ils ne restent pas tout le dimanche au pied de la statue, c'est déjà arrivé. Oui. Voilà, être vigilant aussi sur ce sujet. Merci. Oui, il y a eu un rappel à l'ordre qui a dû être répété, de retour reprise concernant un bac qui avait élu domicile au pied de la statue Alexandre Dumas. On fait mieux comme dépôt. Donc on avait dû effectivement refaire une explication
Voilà, mais il faut être vigilant en permanence. Voilà, il y a eu des recalages qui ont dû être faits, mais bon, aussi le fruit de l'expérience. Bon, il y avait des habitudes de longue date qui avaient été prises. Bon, et puis parfois des choses qu'on n'avait peut-être pas suffisamment précisées. Je pense que chacun a sa part aussi dans ce genre de choses. Depuis, voilà, il y a quelques points qui méritent d'être reprécisés à l'usage. Il y en aura certainement encore quelques-uns d'ailleurs. C'est ce que nous venons de faire ce soir, monsieur le maire. Très bien. D'autres interventions? Alors, si on n'a pas, je mets cette délibération concernant le périmètre du marché aux voies. Quels sont ceux qui sont pour? Ceux qui s'abstiennent, ceux qui votent contre, adopté à l'unanimité. Dispositif d'aide exceptionnelle forfaitaire de 1 200 € de la ville de Villers-Cotterêts aux entreprises de son territoire. Période d'urgence sanitaire. Demande de prolongation de la convention numéro 200-02-137 de délégation de compétences en matière d'aide aux entreprises avec la région Hauts-de-France. Le conseil municipal, vu la loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020 instaurant l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19, vu la délibération numéro 2020-00901 du 10 avril 2020 de la région Hauts-de-France, relative notamment à la délégation à titre exceptionnel et temporaire au département, EPCI et communes qui le demanderont, de l'attribution des aides aux entreprises touchées par les conséquences du Covid-19 sur leur territoire respectif, selon des modalités fixées par une convention à conclure entre la région et la collectivité concernée. Vu le volet 1 du Fonds de solidarité mis en place par l'État, vu la délibération du Conseil municipal du 27 mai 2020, décidant de la mise en place d'une aide exceptionnelle de 1 200 € aux entreprises de Villers-Cotterêts répondant aux critères et sollicitant la région Hauts-de-France pour la signature de la convention portant délégation exceptionnelle de compétences en matière d'aide aux entreprises. Vu la convention numéro 200-02-137 signée avec la région Hauts-de-France, considérant qu'au moins 2 commerces ne sont pas parvenus à déposer leur dossier de demande d'aide exceptionnelle avant le 31 décembre 2020, date d'échéance de la convention de délégation exceptionnelle en matière d'aide aux entreprises susvisées. Après échange avec les services de la région qui ont proposé de solliciter une prolongation de cette convention, vu l'avis favorable de la commission commerce, artisanat et affaires économiques en date du 12 avril 2021, sollicite officiellement de Monsieur le Président du Conseil régional de la région Hauts-de-France la prolongation de la convention numéro 200-02-137 portant délégation exceptionnelle de compétences en matière d'aide aux entreprises jusqu'au 30 juin 2021 afin de pouvoir traiter les dossiers des retardataires. Autorise Monsieur le maire à signer l'avenant à la convention avec la région Hauts-de-France. Charge et délègue Monsieur le maire ou son représentant aux fins d'exécution de la présente.
Y a-t-il des questions? Donc ça, c'est l'indemnisation partie Covid. Hein, c'est pas la... Oui. Ah, alors, Fabrice Dufour, et ensuite, Magique. Oui, j'avais déjà demandé lors de la commission, ce serait bien d'avoir le total de toutes les aides perçues par les commerçants, tant dans le cadre de la Covid que des travaux du centre-ville et de l'assainissement. On a déjà eu le tableau récap de la communauté de communes. Ce serait bien à la fin de voir les sommes qui ont été distribuées et le montant global, pour voir ce que ça représente. Pour information, hein, simplement. Ça a été envoyé, hein, on vous l'a envoyé. Mais quand tout sera fini aussi. À la fin, oui, on a déjà reçu, c'est ce que je disais. Oui. Mais une fois que ce sera fini, j'espère qu'on va sortir un jour de cette crise sanitaire, de vraiment faire le bilan en disant voilà, de toute façon, il faudra d'aide pour dans le cadre de la crise sanitaire, il faudra effectivement tant d'aide pour les travaux. Il faudra effectivement qu'on fasse un bilan pour l'ensemble de cette idée. On aura besoin de le savoir et pour l'expérience. Donc on fera une partie d'ailleurs, la partie qui l'a cessé d'ailleurs à son propre bilan. Nous il y a celui des commerçants. Il y a eu 2 commissions, donc on le fera. Il y aura la partie Covid. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on doit prolonger la convention, parce que sans ça, c'est risqué de le faire sans cette convention. Mais il y aura un bilan complet qui sera fait. De toute façon, il sera communiqué. Je pense qu'on communiquera d'ailleurs assez largement. Voilà. Mais vous l'aurez. On peut vous l'adresser au fur et à mesure. On les a. Ou de manière consolidée. Voilà, mais là, on vous a déjà envoyé ce qui était acquis et la délibération, on l'a pris aussi. Okay. Il n'y a aucun souci. Non, mais de toute façon, c'est de l'argent public. Donc, il faut qu'on le fasse. Où va l'argent de nos impôts, c'est toujours intéressant. Tout à fait. Oui. Oui, par rapport à ça, donc le 18 octobre, je vous avais interpellé par rapport au fait que donc il y avait un 2e confinement. Et pendant notre échange, vous aviez dit que vous resteriez adossé au principe du premier confinement. Du coup, je voulais savoir si donc il y aurait une aide supplémentaire, notamment pour nos restaurateurs de la ville ou pas, et quand est-ce qu'elle sera peut-être mise en route? Alors là, pour l'instant, il faut la période n'est pas complètement terminée, donc il faudra qu'on évalue, et dans le même esprit, c'est la raison aussi pour laquelle cette convention nous permettra, et s'il faut le faire, on le refera, il faudra que les entreprises nous remontent, mais dans le dispositif Covid, par contre, contrairement à la partie travaux, où nous avons nos propres critères qui ont été élaborés au sein d'une commission, pour ne pas prendre trop de temps sur la partie Covid, en fait, on abonde le dispositif sur les mêmes critères que l'État. Donc nous finalement, nous suivrons le dispositif, mais moi je considère aujourd'hui que nous n'avons pas complètement terminé l'évaluation. Voilà, donc et ça participera d'ailleurs à la réponse posée précédemment. Voilà, il faudra qu'on voit la globalité, parce que il y avait une autre option. On pouvait le faire à endroit de tirage au fur et à mesure, mais il arrive un moment où financièrement nos propres marges de manœuvre feront qu'on ne pourra pas peut-être éternellement accompagner. Hein. On arrivera à un moment où on ne pourra plus suivre. Donc si on accompagne et puis que finalement il y en a qui peuvent établir des préjudices décalés dans le temps et qui se retrouvent coincés, c'est la raison que moi, je pense pour laquelle il faudrait qu'on ait une vision globale et ensuite rendre des arbitrages sur la durée. L'inconvénient effectivement, c'est que le temps c'est un peu plus long pour indemniser. Alors voilà, on l'a vu pour la partie travaux, par exemple, on n'a pas hésité pour l'un d'entre eux à réunir la commission en urgence, parce qu'il y avait un véritable problème où ils ne pouvaient pas attendre. Voilà, mais le principe, c'est qu'on a l'intention de rester sur le même principe. Voilà. Mais là, le préjudice, comme il n'est pas lié à un périmètre aussi restreint que les travaux, c'est pour ça qu'on s'adosse aussi au système d'État. On ne pourra peut-être pas d'ailleurs l'accompagner de manière aussi large que le fait l'État, indépendamment du fait que sur la compétence économique, autant pour la partie travaux, c'est indubitablement un des préjudices qui sont liés à la ville, qui a fait des travaux, qui a engendré un préjudice. Autant la partie Covid, c'est moins évident que par rapport à la compétence. C'est la raison pour laquelle on prend quand même cette précaution déjà de conventionner avec la région. Tout à fait. Mais là, je pense... D'ailleurs, le Conseil régional l'avait déjà accepté. Moi, je n'ai pas de souci sur le fait qu'ils acceptent de contractualiser. Est-ce qu'on a une enveloppe, justement ? On a provisionné, mais pour l'instant, on ne l'a pas encore clairement mis. Nous, on l'envisage dans l'étude, mais on ne l'a pas encore clairement affiché. Il faudra vraiment attendre. Et ça sera sur le budget. Soit on fera une DM spécifique, ce qui permettra d'ailleurs d'avoir une lisibilité, si c'était nécessaire. Soit, si ça s'éternise, ce sera peut-être au BP 2022. Pour l'instant, on n'a pas encore... On a provisionné un peu plus de 110.
100 ou 110 000 euros. Là maintenant, mais si vraiment il y avait un dossier qui... Voilà, mais c'est pas certain que ça suffise. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors je mets cette délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont favorables? Ceux qui s'abstiennent, ceux qui votent contre, adopté à l'unanimité. Approbation du compte de gestion 2020, budget aménagement, quartier route de Paris, porte du Valois. Après s'être fait présenter le budget primitif et supplémentaire de l'exercice 2020 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures. Considérant le compte de gestion 2020, après avoir statué sur l'ensemble des opérations effectuées le 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire, après avoir statué sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sessions budgétaires et budgets annexes, après avoir statué sur la comptabilité des valeurs inactives, vu l'avis de la Commission des finances émis en sa séance du 13 avril 2021, le Conseil municipal déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2020 par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Charge délègue Monsieur le maire ou son représentant afin d'exécution de la présente. Au-delà des remarques faites à la commission, est-ce que vous avez des questions sur le compte de gestion, qui est le document donc, du payeur? Alors, s'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Quels sont ceux qui sont pour? Ceux qui s'abstiennent? Ceux qui votent contre? Donc, tous trois. Donc, 4. 4 contre, c'est ça. Compte administratif 2020, budget aménagement, quartier route de Paris, porte du Valois. Monsieur le maire présente le compte administratif 2020. Vu l'avis de la Commission des finances émis en sa séance du 13 avril 2021, après débat, le Conseil municipal approuve le compte administratif 2020 par chapitre. Charge et délègue Monsieur le maire ou son représentant en fin d'exécution de la présente. Bon, avant de voter, on va demander à Monsieur le maire de sortir, s'il vous plaît. Avant de sortir, c'est un compte c'est un budget qui ne vit pas, hein, pour l'instant, puisque les portes du Valois, en dehors éventuellement d'acquisition ou de vente éventuelle de terrain, mais c'est les opérations qui avaient présidé à son élaboration, hein, pour ceux qui sont au public, ça avait été stoppé. Donc, mais nous le maintenons parce qu'il y a un certain nombre de projets qui peuvent éventuellement être sur ce secteur. Donc c'est la raison pour laquelle, et nous avons toujours ces fameux 8 € pour répondre à les orthodoxes de la comptabilité qui sont sur ce compte administratif. Voilà. Donc s'il y a des questions, je vais rester pour répondre. Après, je vais sortir pour le vote, par contre. Oui. C'est plus pour la forme. Je ne sais pas si, comment dire, l'entête de la délibération a été modifiée, parce qu'on parle de la salle labourée. Ah oui, puis pas 19 h. Oui. C'est le syndrome du copier-coller, ça. Ça sera modifié dans la délibération définitive. Vous voyez, on lit les délibérations. Ah, mais c'était pour vérifier. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? 5. Adopté à la majorité. Merci. Vous pouvez faire rentrer les maires, s'il vous plaît. Budget supplémentaire 2021, budget aménagement quartier et route de Paris, porte du Valois. Vu le budget aménagement quartier route de Paris, porte du Valois 2021, vu la reprise des résultats de 2020 après le vote du compte administratif 2020, vu l'avis de la Commission des finances émis en sa séance du 13 avril 2021, le Conseil municipal adopte le budget supplémentaire du budget aménagement quartier route de Paris, porte du Valois par chapitre. Charge et délègue Monsieur le maire ou son représentant en fin d'exécution de la présente.
Ce sont des opérations d'ordre essentiellement, il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a des questions? Alors s'il n'y en a pas, je vais le mettre aux voix. Quels sont ceux qui sont pour? Levez bien que je vois. Ceux qui s'abstiennent, ceux qui votent contre? 4. 5, pardon. 5, excusez-moi. Approbation du compte de gestion 2020, budget principal. Après s'être fait présenter le budget primitif et supplémentaire de l'exercice 2020 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, les détails des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état de reste à recouvrer et l'état du reste à payer. Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres des recettes émis, celui de tous les mandats des paiements ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures. Considérant le compte de gestion 2020, après en avoir statué sur l'ensemble des opérations effectuées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire, après avoir statué sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes, après avoir statué sur la comptabilité des valeurs inactives, vu l'avis de la Commission des finances émis en sa séance du 13 avril 2021, le Conseil municipal déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2020 par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de la part. Charge et délègue monsieur le maire ou ses représentants en fin d'exécution de la présente. Est-ce qu'il y a des questions sur le compte de gestion, au-delà de ce qui a déjà été vu en commission? Alors, s'il n'y en a pas, je vais le mettre aux voix. Quels sont ceux qui sont pour? Ceux qui s'abstiennent? Ceux qui votent contre? 5. Compte administratif 2020, budget principal. Monsieur le maire présente le compte administratif 2020. Vu l'avis de la Commission des finances émis en sa séance du 13 avril 2021, après débat, le Conseil municipal approuve le compte administratif 2020 par chapitre. Charge à délègue monsieur le maire ou son représentant afin d'exécution de la présente. Donc avant le vote, je vais demander à monsieur le maire de sortir, s'il vous plaît. Voir s'il y a d'abord des questions. Que sur donc le compte administratif. C'est voyé. Oui. Déjà, je voudrais saluer tout le monde. Ah oui. Voilà, c'est bon. Bon, donc je salue tout le monde pour mon retour, en espérant que les échanges seront courtois et constructifs. Donc, on commence par le budget, ça tombe bien. J'aurais quelques remarques déjà d'une façon générale sur les quelques budgets précédents et celui-là, et quelques questions plus précises. Enfin, nous avons des questions. D'une façon générale, nous constatons que depuis 2018, il y a une baisse de la CAF nette, la capacité d'autofinancement net, puisqu'on passe de 2018 à 2 millions, 2019 1 570 000 et 2020 1 372 000. Bon, évidemment, on peut... Alors que précédemment, c'était à peu près constant, on était dans les 2 millions, plus ou moins 100 000 euros depuis 2008. Donc là, on constate effectivement que les dépenses augmentent depuis 2018, ont augmenté de 8%, dont le personnel 7%, alors que les recettes n'ont augmenté que de 1%. Ce qui explique que l'écart, évidemment, augmente. Donc on sait, il y a eu le Covid, il y a un certain nombre de choses. Bon, le Covid, il y a eu des dépenses supplémentaires, mais il y a eu aussi, quelque part, des économies supplémentaires. Donc là, j'avoue qu'on n'a pas analysé exactement si ça compensait, mais il y a quand même un effet de diminution de certains coûts. Mais enfin, ce phénomène de capacité de financement qui diminue, évidemment, il faudrait mieux que ça s'arrête et il vaudrait mieux que ça reparte un petit peu à la hausse. Donc ça, c'était une remarque un peu générale. Sur le budget plus particulier de 2020, on constate dans les investissements qu'il y a Bon, ils sont importants, ce qui est bien, compte tenu de nos trésoreries. Bon, il y a certainement une grosse part qu'on retrouve d'ailleurs dans les dépenses, dans les variations de patrimoine à la fin, qui sont dues au centre-ville. Donc ça, c'est incontestable. Et on aimerait bien avoir une espèce de synthèse
Parce que les dépenses, on les retrouve assez précisément, mais par contre, les recettes, c'est un peu moins facile, parce que vous avez les subventions, vous avez l'assurance, vous avez le financement direct. Donc, est-ce qu'on peut avoir une synthèse du coût réel, que ça revient à la ville, le centre-ville, une fois qu'on a fait dépenses moins recettes? De même, la vidéoprotection, dans la variation du patrimoine, on trouve environ 400 000 euros. Bon, j'avoue que je ne connais pas le budget initial, mais est-ce que c'est le budget qui va être la totalité de la vidéoprotection, ou est-ce qu'il y a encore des dépenses? Donc voilà, c'est quelques questions. Et surtout, ce qu'on souhaiterait, c'est que quand il y a des postes importants d'investissement, qu'il y ait une espèce à chaque fois de petite synthèse. Pas des dépenses, on les retrouve, mais du résultat, quoi, du coût réel. Alors, d'abord, je salue effectivement le retour de M. Poirier, qui ne manquera pas de nous apporter effectivement ses analyses financières, et constructives d'ailleurs en général, et pertinentes. Alors je vais d'abord effectivement, bon, on va reparler de la CAF, mais on en parlait très souvent à chaque budget primitif, et surtout compte administratif d'ailleurs, des mandats précédents. Effectivement, là honnêtement, la CAF, on ne va pas vous dire que tout est à mettre sur le dos de la Covid, c'est pas vrai. C'est une problématique structurelle depuis quelques années, et c'est pour ça d'ailleurs que j'explique souvent qu'en investissement, c'est vrai, on a des marges de manœuvre. Par contre, tout ce qui concerne le fonctionnement, on est vraiment pas si à l'aise que ça, et on fait très attention dès qu'il s'agit des dépenses de fonctionnement. Ça nous incite d'ailleurs à faire des choix qui ne seraient pas forcément pertinents si l'on était purement dans un domaine technique. Je pense par exemple à l'achat des véhicules, parfois entre l'achat et les louer, d'un côté c'est de l'investissement, d'autre du fonctionnement. Ça, on en arrive à un point effectivement, c'est que ça peut aussi guider des choix qui peuvent ne pas être forcément idéal dans un contexte où on avait des marges de manœuvre plus importantes. Donc effectivement, c'est une ville qui structurellement a énormément de frais de fonctionnement. Ça, c'est je l'ai déjà dit plusieurs fois. Ça remonte à très loin. C'est pas nouveau. Et il y a de plus en plus aussi de choses qui montent en puissance et qui génèrent beaucoup de fonctionnement. Je pense à l'informatique. Je pense à des postes qui étaient relativement marginaux il y a encore quelques années et qui deviennent aujourd'hui des très gros postes. Des procédures aussi qui demandent de plus en plus de frais de fonctionnement, et c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on tienne notre capacité d'autofinancement. Alors cette année, je dirais, si vous avez analysé le budget primitif qui a été exposé avant même ce compte administratif, c'est que cette année, il n'y en a même pas du tout de la CAF. Enfin, c'est quasiment infinitésimal, puisque nous avons englouti toute la marge de manœuvre qui était possible, notamment dans l'indemnisation. Donc le budget, le CA 2020 est un compte administratif particulier, celui de 2021 le sera probablement aussi, je ne sais pas dans quelle mesure, mais la CAF, c'est structurel. Ça, c'est un débat. On a exploré toutes les pistes qui pouvaient vraiment nous faire de grosses économies. Maintenant, on en est vraiment à compter les petites cuillères, et afin d'éviter effectivement d'arriver à avoir une situation qui serait quand même compliquée, dans la mesure, même si nous avons des marges de manœuvre en termes d'emprunt, mais sur l'investissement, voilà, c'est pas le souci. Mais le fonctionnement, dès qu'on a quelque chose un peu imprévu, structurellement, ça repart. Quand on regarde l'histoire de Villers-Cotterêts, il y a eu des moments où ça a été vraiment dramatique. Bon, donc il faut être en permanence aux aguets sur la CAF, et sincèrement, le problème ressurgit régulièrement. Voilà. Et heureusement, et je le dis d'ailleurs, je vais plaider un peu en votre faveur, on a de la chance d'avoir une dette assez faible, puisqu'on ne génère même pas beaucoup d'intérêts d'emprunt. Donc, ce qui se fait que c'est aussi la limite de l'endettement, même si on nous dit on pourrait s'endetter en termes d'investissement, mais ça génère aussi du fonctionnement, puisque les annuités de la dette se font en fonctionnement. Donc quelque part, en pratique, c'est pas si évident que ça que de réemprunter pour la CAF. Concernant la Covid, et ça répond peut-être en partie également à la question qui a été posée M. Dufour, les éléments qu'on a aujourd'hui sur l'année 2020, on a effectivement un certain nombre des éléments qu'on va vous donner sur les suppressions, les moins et les plus.
On a moins 54 900, par exemple, de choses qui n'ont pas été débranchées par l'annulation d'un certain nombre de prestations. Je pense à Noël du personnel, soirée des adultes, le Villers-Plage, la fête de la musique, les arts de la rue, la soirée des sports, le repas des aînés en juin, le feu du 14 juillet, la fête patronale. On a aussi des moins sur la restauration scolaire. Mais on a aussi des plus. On a les masques, les gels hydroalcooliques, les protections individuelles, les gants, les charlottes, les chaussures, les savons, les essuie-mains, des charges de personnel, qui sont quand même importantes, et des heures supplémentaires de la police pendant le confinement. Des contrats pages pour l'accueil des enfants du personnel soignant, beaucoup d'heures supplémentaires pour la mise en place des manifestations, notamment qu'il a fallu, celles qu'on avait maintenues, pas d'animateur pour Villers-Plage, bon ça c'est des économies. On a aussi en suppression pas de périscolaire pendant le financement, donc ça c'est plutôt des moins, et arrêt des contrats courts pour l'entretien des locaux. Par contre, dépenses, le fonds de soutien aux commerçants artisans, donc 1 200 € par commerçant, alors ça c'est un chiffre, 109 200 € pour la première attribution d'une prime exceptionnelle aux agents particulièrement mobilisés par l'état d'urgence sanitaire. Il nous a paru quand même louable de donner une petite compensation à ceux qui avaient été très sollicités, plus 32 700 €. Remboursement des frais de cantine, activités de loisirs, plus 28 000 €. Le remboursement des locations de salles, c'est-à-dire qu'on a dû rembourser des gens qui avaient réservé des salles, plus 2 550 €. Voilà, alors on a aussi donc un certain nombre de choses, mais globalement, ça nous coûte quand même plus cher que ce que ça nous rapporte. Voilà, ça c'est pour la partie. On vous le fera parvenir pour l'année 2020, voilà, parce que ça continue aujourd'hui. On pourra vous le donner en annexe, je ne sais pas d'ailleurs s'il n'a pas été envoyé, non ? Si, vous avez peut-être d'ailleurs reçu, il me semblait qu'on... Non. Concernant les synthèses des recettes à fournir, effectivement, sur la M14, les recettes, c'est peut-être moins évident à analyser. Bon, on le fera, oui, on vous le fournira, si vous voulez, par fonction. Bien que dans la partie présentation par fonction, on arrive à voir des choses. Ça ne va pas présenter de difficultés par opération particulière. Le centre-ville, on pourra vous donner exactement, surtout les subventions, sachant qu'on n'a pas encore, par contre, de recettes au titre du contentieux. On espère bien, c'est une affaire qui est en train de se dénouer. On aura plus, ça c'est sûr, sans commune mesure, mais on l'inclura. Par rapport à la vidéo, non, tout n'y est pas, puisque effectivement, au départ, on était sur une estimation d'environ 500 000 €. Il y a des caméras supplémentaires qui vont être installées, des caméras fixes supplémentaires. On a également commandé des caméras piétons qu'on met sur les policiers en plus. Bon, ça n'a rien à voir en termes de dépenses par rapport au montant. Et on complétera certainement le dispositif, on va regarder ça, par des caméras mobiles, c'est-à-dire qui sont de la même optique que des caméras fixes, mais qu'on peut déplacer en fonction des problématiques de sécurité qui peuvent durer dans le temps, donc qui ne seront pas liées de manière fixe. Là aussi, on pourra vous faire un point complet. Ça, on va pas tarder à l'avoir, puisque les travaux supplémentaires qu'on a demandés, on va avoir le retour assez rapidement. Je ne sais pas si j'ai oublié une question qui m'a été posée. Est-ce que j'ai oublié ? Oui. Une précision, on avait eu ce document lors de la commission. Là, c'est ça, il me semblait à un moment qu'il avait circulé. On avait débattu dessus. Et c'est vrai qu'il y a le poste, le chapitre 67, avec une augmentation de plus 8 344%. Et là, c'est tout ce qui concerne les versements d'aide exceptionnelle. Donc c'est vrai que cette année, c'est difficile de pouvoir faire un bilan, on va dire, je ne veux pas dire objectif, mais enfin, c'est très compliqué par rapport à 2019. C'est vrai qu'on ne peut pas, malheureusement, il va falloir attendre 2021, voire 2022, pour voir comment ça s'équilibre. Mais la CAF, c'est structurel. Ouais. C'est vrai qu'il y a aussi l'emprunt d'équilibre qui a été enlevé. Enfin, bon. On en reparlera. Ça, c'est une obligation comptable. Bien sûr, non, voilà. D'ailleurs, ce sont des emprunts qu'on ne fait pratiquement jamais. Je sais. Mais ça, c'est au budget. Mais là, c'est difficile cette année pour pouvoir se prononcer, et avoir une analyse précise. Ou là, il faut attendre. Enfin, c'est ce que je voulais dire. Tout à fait. Oui. Monsieur le maire, vous avez parlé de mettre en place des caméras mobiles de vidéosurveillance, c'est ça ?
Oui, en fait, ce ne sont pas des caméras qui vont... c'est des caméras qu'on fixe quelque part, mais qu'on met pendant un certain temps à un endroit et qui peuvent être bougées en fonction de problématiques particulières, parce qu'on s'aperçoit, c'est un peu l'inconvénient, c'est pour ça que les caméras, il ne faut pas tout non plus attendre des caméras, hein, on ne va pas tout régler les problèmes avec les caméras, mais enfin, le taux de résolution des affaires a considérablement augmenté depuis qu'elles sont en place, mais pour autant, on assiste à des déplacements de problématiques, même si on arrive maintenant, ils ne peuvent pas rentrer sortir de la ville sans, donc c'est pour ça que le taux de résolution, d'après les services de la gendarmerie, c'est eux qui ont plutôt remonté les choses, puisque même la police municipale, en général, on passe ensuite par eux, mais pour autant, en interne, intramuros, on a quelques phénomènes qui se déplacent et on voudrait pouvoir donc de rendre un peu plus aléatoire. Voilà, c'est une volonté qui peut ne pas être partagée, hein, mais nous, c'est ce qu'on proposera de faire. Oui. Non, je suis très heureuse de l'entendre, au contraire, puisque c'était dans notre programme municipal. Et à l'époque, vous m'aviez dit que c'était une hérésie. C'était lors du débat qu'on avait fait les 3 candidats. Vous m'aviez dit que les experts de la sécurité disaient qu'il ne fallait pas du tout faire ça. Donc de toute façon, je pense qu'on peut retrouver les débats. Donc je suis très heureuse d'apprendre qu'il y a des caméras mobiles, puisque c'est ce que nous avions préconisé à l'époque. Pas dit qu'en soi c'était une hérésie, j'ai dit que mettre que des caméras mobiles c'est une hérésie. La sécurité, c'est un ensemble de dispositifs qui se complètent. Mettre simplement des caméras mobiles, alors là, en termes de coût de fonctionnement, c'est intenable. Voilà. Par contre, ça vient en complément. Et ce que j'avais surtout dit, c'est qu'il va falloir faire une évaluation de ce qui se passe avec les caméras fixes qui sont mises en place, parce qu'il y a des phénomènes qu'on n'a pas pu anticiper et qui se sont produits pas forcément ce qu'on attendait. Et c'est pour ça qu'on va tirer les imperfections et on les complète avec des dispositifs. Et là, effectivement, maintenant, il n'y en aura pas énormément. Hein, on ne va pas acheter 40 caméras mobiles. Hein. Voilà, tout à fait. Donc en soi, c'est pas une hérésie. Seul, oui. Non, mais je suis d'accord. On n'avait jamais dit qu'il fallait que des caméras mobiles, que ça venait en complément du réseau de caméras qui était posé. Donc, c'est exactement ce qu'on avait proposé. Eh bien, écoutez, si on assiste à une convergence, c'est formidable. Tant que nous sommes dans les convergences, avez-vous pour projet d'acheter un drone également ? Vous l'avez évoqué. J'en suis pas là. J'en suis pas du tout là parce que les drones, j'ai eu l'occasion c'est une problématique que je connais un peu mieux puisqu'on en pratiquait souvent, ça pose quand même de sérieux problèmes juridiques. Là, il faut des gens qui savent se servir de ça parce qu'on ne peut pas survoler ce qu'on veut, quand on veut, de la manière dont on veut. Là, ça demande d'être bordé de manière beaucoup plus complexe. Les drones sont faits pour des utilisations très spécifiques. Voilà. Bon, maintenant, je pense que, comme dans tout, hein, attention à l'abus. Caméra piéton, caméra mobile, drone. Voilà, il arrive un moment, il y a un coût financier à tout ça. Hein. Voilà. Pour l'instant, il n'y a rien qui me laisse penser qu'on soit obligé d'en arriver là. Pour l'instant, je reviens tout à l'heure à la discussion de Mme Voyette. Ce qu'on peut dire à un instant T, il s'avère que l'évolution des délinquances et des pratiques font que ça devienne, bon, mais je ne le souhaite pas, parce que c'est quand même, en termes de fonctionnement, là on parlait tout à l'heure du sujet, ça c'en est. Hein. Puis là, il faut des personnes qualifiées pour servir de ça. Je suis bien au fait de tout ça. Effectivement, on ne va pas confier un drone à n'importe qui, il y a des formations, il y a une législation. On va avoir quand même des flux à gérer, notamment en termes de visiteurs par rapport au château, de surveillance de parking également. Il va certainement y avoir également des manifestations. C'est dans ce cadre-là que le drone est intéressant. Ça évite d'avoir des forces, on va dire, humaines au sol. On peut limiter justement le nombre d'hommes sur le terrain et compenser par un drone. C'est dans cet esprit-là que nous l'avions évoqué également dans notre programme. Et voilà, donc je le rappelle pour pas qu'on l'oublie. Les drones sont adaptés à des situations particulières, exceptionnelles. C'est-à-dire que des grosses manifestations, on peut faire usage de ce genre de moyens. L'inconvénient d'un drone, même s'ils sont extrêmement discrets aujourd'hui, mais qu'ils se repèrent très vite. Et que pour qualifier un délit depuis un drone, c'est beaucoup plus compliqué puisque les angles de vue sont jamais les bons. C'est comme les caméras mobiles d'ailleurs. Hein. Alors, c'est pas dans le sens pour les bouges, mais les caméras qui bougent,
Je ne suis pas un acharné non plus parce qu'elle n'est jamais au bon moment, au bon endroit. Moi, je pense que les bonnes caméras fixes avec un champ bien étudié, c'est beaucoup plus facile pour qualifier un délit. Et donc, je dirais vraiment que ce serait pour des manifestations très particulières. Et là, on peut se poser la question, combien de manifestations pourraient nécessiter ce genre d'utilisation? Est-ce que dans ce cas-là, mieux vaut pas externaliser la prestation dans le cadre de la prestation? J'en suis là aujourd'hui, il n'y a pas de dogme, mais je suis beaucoup plus dubitatif a priori. Je rejette rien du tout, mais a priori. C'est dans cet esprit, c'était de mener une réflexion. C'est ça qui est Ah, mais intéressant. je suis en réflexion permanente. Et c'est pas un jeu, c'est pas Game of Thrones. Monsieur Courtois. Ouais, après, pour les utiliser, actuellement, il y a un changement de législation. Ils sont tous cloués au sol, par exemple, sur Paris. Ouais. Il n'y a pas de possibilité de faire de la surveillance avec des drones en ce moment. Voilà. Ah bon? Oui, tout à fait. Ouais. Il y a un Et avant, changement on de pouvait quand législation. même. Comment? C'était faisable avant? Avant, c'était faisable, oui. Mais le législateur en a décidé autrement. Là, actuellement, il n'y a plus de possibilité de surveillance judiciaire par drone. Voilà. Ben, merci pour cette information. Ça J'espère changera que ça peut-être, changera, parce que j'espère. pour vous. Judiciairement, c'est très, très, très compliqué à aborder. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres interventions avant que je ne sorte? Alors, si on n'a pas, je dois sortir. Donc je vais procéder au vote. Qui s'abstient? Une abstention. 2. Qui est contre? 5. Adopté à la majorité. Merci. Vous pouvez faire entrer le maire, s'il vous plaît. Affectation du résultat de fonctionnement 2020 du budget principal. Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2020, constatant que celui-ci présente un excédent de fonctionnement de 7 959 486 et 50 centimes, vu l'avis de la Commission des finances émis en sa séance du 13 avril 2021, le Conseil municipal décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit dans le tableau joint. Charge et délègue Monsieur le maire ou son représentant afin d'exécution de la présente. Derrière, vous avez le tableau. Y a-t-il des questions concernant cette affectation? S'il n'y en a pas, je la mets aux voix. Quels sont ceux qui sont pour? Ceux qui s'abstiennent? Ceux qui votent contre? Ah, vas-y, pose-la. Si c'est un rapport avec la libération, il n'y a pas de souci. Ah, De Jean-François, ça m'a perturbé, j'ai décalé une question. bon. Donc, alors je vais recommencer le vote parce que je ne sais plus où j'en suis là. Quels sont ceux qui sont pour? Ceux qui s'abstiennent et ceux qui votent. Donc 2 abstentions. Jean-François? Oui. Contre. 5. Voilà. Budget supplémentaire 2021, budget principal. Vu le budget principal 2021, vu la reprise des résultats de 2020 après le vote du compte administratif 2021, vu l'avis de la Commission des finances émis en sa séance du 13 avril 2021, le Conseil municipal adopte le budget supplémentaire du budget principal par chapitre. Je charge et délègue Monsieur le maire ou son représentant afin de l'exécution de la présente. Est-ce que, en plus de la travaux de commission, vous avez des remarques, questions à poser? Oui. Non, juste pour souligner que dans le budget supplémentaire, il est prévu l'achat d'un glouton, et je m'en réjouis également, puisque c'était dans notre programme et que ça avait fait débat à l'époque. Vous savez, vous voyez, c'est pas parce que c'est dans votre programme que le votons, c'était prévu, mais moi, c'est vrai que c'était pas... Bon, les gloutons, on n'avait pas forcément énuméré toute la commande pour 6 ans. Donc le glouton, c'est un débat qui avait déjà commencé lors du mandat précédent. D'ailleurs, le problème, ce n'était pas le glouton, c'était ceux qui pouvaient le mener. Ça a été réglé. Donc, nous tenons un engagement que nous nous étions d'ailleurs préparés à tenir dès 2014. Donc, maintenant qu'on a des garanties sur ceux qui utiliseront le glouton, voilà. Donc, mais une fois de plus, c'est bien si nous sommes d'accord.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Monsieur le maire, par rapport au portail de l'église, les travaux, le projet est fait. Et qu'est-ce que vous voyez comme calendrier par rapport à ces travaux? Ce n'est pas des travaux énormes en termes budgétaires. Il y aura sans doute un petit peu de subventions. Il y a peut-être 30% de subventions. Et puis, qu'est-ce que vous mettez comme calendrier autour de ça? On voudrait le commencer le plus rapidement possible. On attend effectivement le retour de l'entreprise, donc c'est M. Vendéu qui qualifie MH pour pouvoir... on a un certain nombre aussi de prescriptions de la DRAC. Il n'y a pas que le portail d'ailleurs qu'on voudrait faire en même temps. On a ici aussi quelques petites interventions au sein même à l'intérieur de l'église. Il faudra faire la part des choses entre ce qui est du ressort effectivement. Oui, il y a sans doute des priorités à... Oui, mais pour massifier les travaux et avoir des prix plus intéressants, on n'a pas forcément intérêt à trop partir un petit peu en ordre dispersé. Il y a un vitrail en plus qui menace sérieusement, donc il va certainement falloir qu'on le voit aussi. Donc on voudrait le commencer très rapidement. La seule question qui nous pose problème, c'est qu'on voudrait vraiment qu'il n'y ait plus de problématiques de chantier en plus qu'on viendrait rajouter à la problématique actuelle. Donc notre problème, il est plus d'ordre de gêne. Parce que là, dans le secteur, les chantiers, on ne va jamais en sortir. Et on voudrait avoir au moins, par rapport au CMN, retrouver certaines marges de manœuvre pour l'engager. Si on peut l'engager avant, parce que le château, il est quand même encore sur une certaine durée, nous souhaiterions faire ces travaux avant. Si la gêne sur la voie publique n'est pas trop importante, on l'engagera. Par contre, il faut être sûr que l'on n'engage pas le passage qui va sur l'impasse du marché. Puisqu'il y aura certainement quelques petites choses à revoir, mais on voudrait le commencer le plus tôt possible. Donc financièrement, ce n'est pas un souci, on peut le faire. C'est plutôt aussi la finalisation des subventions et des différents accords, et aussi de la démarche de manœuvre des entreprises. On a une difficulté aussi qui commence à apparaître sur tous les chantiers, c'est que par rapport au coût d'estimation, ce qui me fait un peu peur, on le voit, il y a une dérive absolument incroyable du prix des matières premières. Et comme il y a beaucoup de substitutions de pierres à faire sur le portail, on ne pourra probablement pas réutiliser beaucoup de pierres. Elles sont complètement rongées. Et voilà, donc il faudra qu'on vérifie si les conditions économiques sont pas quand même, on ne sort pas complètement des clous. Mais bon, après, en ce moment, les matières premières, que ce soit bois, pierre, ferraille, c'est incroyable. Donc on va voir si ça peut retomber. Le dossier sur les reprises de maçonnerie tout autour, sur la périphérie de l'ouvrage, le projet est beaucoup plus lourd. Hein. Donc le portail, c'est, disons... c'est pas de la bricole, mais par rapport au reste, c'est quand même pas du... Non, mais le portail, si on peut le faire indépendamment, avec quelques travaux en intérieur quand même, et là, ça ne gênera pas sur la voie publique. Le reste, effectivement, il faudra certainement d'ailleurs un diagnostic complémentaire, y compris même peut-être voir en dessous ce qui se passe, notamment les drainages. Hein. On ne pourra pas le faire de suite, ça c'est sûr. Okay. Voilà. Il y aura aussi le clocheton et l'histoire de la cloche. C'est ça éventuellement que je voulais également engager en même temps, mais la prospective, la démarche n'est pas tout à fait la même que le portail, c'est une chose, et le problème du clocheton, c'est même pas les mêmes entreprises à mon avis qui le traiteront. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui, a priori, qu'on pourrait, on voudrait faire aussi, parce que il n'y a pas eu de travaux depuis longtemps sur cette église. Et, voilà, on voudrait en profiter. La question se pose aussi de traiter la pierre, parce qu'elle est bien noire, mais on verra ce qui sera possible de faire. Et avec le projet du CMN, il est évident que quand le château va s'être débarrassé de ses échafaudages et de ses habillages de chantier, l'église va nous sauter un peu plus à la figure, comme étant peut-être une nécessité qui aujourd'hui n'apparaît peut-être pas encore dans la plénitude de sa... de son état. Ouais. Oui. Oui, on ne va pas refaire le débat qu'on avait fait au BP, bien évidemment. Nous constatons que nous avons demandé des travaux et on les retrouve dedans. Hein. Je pense notamment à l'église, on vient de l'évoquer, et le retour de nos cloches. C'est une bonne nouvelle. Je ne vais pas parler du glouton parce qu'après on va encore s'égarer. Ok, je relève le défi, j'irai l'essayer, c'est fait. Alors, on en a parlé en commission.
Vous dites que l'église, effectivement, va dénoter dans le paysage par rapport au château. Et je vous redis ce que nous avions déjà dit, la mairie aussi, qui dans ce cadre-là, j'ai vu que les huisseries allaient être faites et d'autres aménagements, j'en dirai pas plus pour pas... voilà, en matière de sécurité, on va dire. Mais il faut aussi refaire la façade. Hein. C'est vrai qu'on a une mairie qui est fortement délabrée sur tous les 2 pavillons. On l'a déjà dit, je le répète. Et aussi revoir les espaces intérieurs pour la qualité, comment dire, la qualité du travail des personnes qui se trouvent dedans. Donc il faudra encore aller un petit peu plus loin. On ne le retrouve pas. Bon, il y a déjà une première étape. C'est bien, mais on peut encore mieux faire. J'ai vu également que vous commencez à rattraper les retards qui ont été pris dans l'entretien du patrimoine comment dire, de la mairie, des bâtiments de la mairie. Donc on voit qu'il y a des logements qui vont être faits. Certains bâtiments, je pense notamment à des Moustiers, vu que nous ne sommes pas loin. Donc ça, c'est un point positif également. Il n'y a pas que du négatif. C'est vrai qu'on peut encore aller un petit peu plus loin, mais il y a déjà pas mal de nos interventions qui ont été prises en compte et des choses que nous avions proposées. De toute façon, dans les programmes, on retrouve bien sûr des éléments qui vont dans le même sens, et heureusement. Une question, par contre, ça me taraude depuis un moment, et je ne le suis pas seul, on l'a évoqué en commission aussi, c'est le cinéma. Le cinéma qui n'avance pas. Là, on n'a rien fait l'année dernière. L'année d'avant, il n'y a rien eu de commencé. La crainte que nous avons, c'est que les travaux se déclenchent au moment où le cinéma rouvre. Et là, ce serait, je ne vais pas dire catastrophique, mais dramatique pour le gérant de cette salle, parce que s'il peut rouvrir et que malheureusement il y a des travaux, il ne pourra pas le faire. Donc je voudrais savoir où nous en sommes. Je peux vous répondre, Monsieur Dufour, puisque nous avons soulevé la question en commission culture. Oui, mais je finis, puis après... Et que je vous ai déjà répondu au sujet des travaux. Oui, non, mais... Ok, peut-être, mais c'est en commission. Alors, il est important que ça avance, quoi. Ça fait un moment que ça dure. C'est vrai qu'il y a l'achat du terrain, c'est ce que vous m'avez répondu. Ça, on en a parlé en commission pour la chaudière, mais il y a le hall à faire, il y a les sanitaires surtout. Enfin, ça n'avance pas. C'est dommage que ça n'avance pas plus vite. Bon, voilà, la question est élevée. Donc, pour toutes ces raisons, c'est vrai que vous avez tenu compte de nos remarques. C'est pas mal. Donc, nous ferons une abstention d'encouragement, nous dirons. Voilà. Oui, enfin, en tout cas, c'est bien, tout le monde propose, mais nous faisons, c'est bien. C'est-à-dire qu'on réalise notre programme, le vôtre. On réalise le programme de tout le monde, c'est formidable. Bon, le cinéma, effectivement, c'est un chantier extrêmement compliqué sur la partie technique. Le gros problème qu'on a, c'est les sanitaires, c'était prévu, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est la climatisation et la nécessité de reprendre, c'est qu'il faut qu'on acquiert un terrain derrière. Le local, il faut inscrire dedans l'ensemble des registres de clim. Enfin, il y a toute une étude à faire dessus, c'est en cours. Effectivement, le calendrier d'exécution, et là, nous, on est en lien, et Evelyne pourra compléter, on est en lien avec le délégataire. Lui, en fonction de la finalisation de la totalité du projet technique, il faut qu'on soit sûr du délai que l'on prend, et il faudra qu'on fasse valider par lui la manière dont on va dérouler ce chantier. Il n'est pas du tout évident qu'on puisse le faire d'une seule traite. Voilà, il y a probablement un phasage, puisque dès qu'il sera en mesure de recommencer, il faudra permettre d'agir. Alors, il y a des contraintes techniques, mais pas seulement. D'ailleurs, au départ, on était parti uniquement pour refaire le hall, je rappelle. Je rappelle aussi que le cinéma, c'est toujours pareil. C'est un chantier qu'on fait, mais personne ne s'en est vraiment intéressé avant. Donc, il faut tout faire en même temps. Et puis, il y a aussi des contraintes d'ordre plus culturel. C'est qu'aujourd'hui, le cinéma est confronté pas uniquement qu'à la salle, au bâti, c'est que la reprise, c'est que même les œuvres cinématographiques aujourd'hui, la reprise, ils attendent aussi des éclaircissements sur la manière dont, parce que beaucoup de productions se sont pas faites dans le rythme, et il y a aussi des difficultés, donc il faudra qu'on revoie avec le prestataire la manière dont on fera ce chantier, et quitte peut-être certains points qu'il n'est pas forcément pressé qu'on démarre, d'autres plus. Donc il y a tout un recalage à faire, d'autant plus que lui-même est en difficulté financière. Donc pour l'instant, on va vraiment border avec lui dès qu'il aura un moment, parce qu'il a des difficultés dans toutes ces salles.
Donc ce n'est pas uniquement que la nôtre. Donc c'est la raison pour laquelle, et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on le règle une fois pour toutes. J'espère qu'on le pourra, et on va essayer de faire en sorte de faire les travaux tout en maintenant une activité et dans un domaine où il y a des conformités qui doivent être maintenues. Voilà, c'est un ERP, un établissement recevant du public. Donc, il y a aussi une problématique qui pose problème et qui nous perturbe un peu quand même. Parce qu'il faut dire qu'on cumule quand même les malchances comme peu l'ont connu avant nous. C'est que et c'est une très bonne chose, mais le déblocage de la deuxième phase du château, qui a mis en chantier toute la partie façade côté ville, fait que la coactivité entre le chantier du cinéma, où il y aura également une partie qui concernera la voie publique, eh bien il va falloir la marier avec la partie du château. Vu l'emprise déjà prise par le château, vu la nécessité de maintenir le marché, vu la nécessité de maintenir les flux automobiles puisqu'on n'a pas d'alternative compte tenu du plan de circulation, vu les différents autres chantiers du centre-ville qui se sont tenus jusqu'à aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué quand même. On peut toujours dire ça pourrait aller un peu plus vite. Oui, bien sûr, c'est clair. Mais vous savez, le président de la République lui-même, le délai qu'il a donné à Notre-Dame, il ne va pas pouvoir le tenir. Vous ne faites pas d'illusions. Et je ne lui en fais pas le reproche. Les problématiques des chantiers, toute proportion gardée, mais ça devient extrêmement compliqué. Nous, à Villers-Cotterêts, ce n'est pas de commune mesure, mais c'est la multiplication des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre et la non-maîtrise complète des différents travaux sur un même secteur qui fait que, la précipitation n'est pas toujours une bonne conseillère. On ne s'est pas si mal débrouillé que ça sur le centre-ville, parce que justement, on nous a taxé pendant un mandat entier de ne pas aller assez vite. Bon, finalement, on est tombé. Ça, la Covid, on ne pouvait pas la prévoir. Ça s'est fait quand même. Je pense que quand on s'occupe d'une ville, il faut parfois être patient. Voilà, ça vient, ça va venir, il faut être patient. Ça vous donnera encore... il faut un peu qu'on vous donne bien il faut bien qu'on vous donne un peu matière quand même à intervenir. Oh, je peux en trouver très facilement, monsieur le maire. C'est pareil, va se poser le problème du ravalement de la façade du cinéma en face le château aussi. C'est vrai que ça va jurer aussi. Non, mais c'est ce que je vous dis. Non, mais tous les problèmes que vous posez... Alors, moi, vous imaginez un peu en simultanéité le cinéma, la mairie, l'église, le château. Allez, on rajoute la salle Bourdon et l'office du tourisme. Oui. C'est la reconstruction de 1945, là. C'est le Havre. Non, mais il y a un moment... et je ne parle même pas de la rue elle-même, qui doit être faite aussi. Oui. Donc, je sais pas, la densité de chantiers potentiels qu'on doit prévoir sur ce secteur, moi, je veux bien, il n'y a pas de problème, mais moi, d'ailleurs, je suis prêt à vous tenir au courant des réunions de chantier. Vous verrez, c'est passionnant. Moi aussi, je suis très pressé que ça se fasse, mais il y a un moment, il faut être raisonnable, ça ne passera pas. Voilà. C'est bien ce que j'ai dit, je n'ai pas dit qu'il fallait le faire tout de suite, il va falloir phaser, que les travaux à l'intérieur auraient pu être faits avant, ça je le maintiens. Et j'ai oublié aussi quelque chose qui va être fait, et ça c'est prévu dans le budget, c'est la patine de la statue d'Alexandre Dumas. Oui, mais ça c'est une très bonne chose. Mais ça, il fallait attendre qu'on ait fini les travaux du centre-ville. Tout vient à point qui sait attendre. Oui. Début mai, la statue, oui. Je souhaitais signaler, notre groupe souhaitait signaler qu'il y a quand même un grand manque dans ce budget supplémentaire, comme dans tous les budgets précédents. C'est tout ce qui concerne les investissements en matière d'écologie et de développement durable. Ça, c'est vraiment une question qui est transpartisane, qui est très importante. Et là, je ne vois pas dans les investissements proposés de mesures en faveur de l'écologie et du développement durable. Ça pourrait être de l'isolation thermique des bâtiments, ça pourrait être de la végétalisation des cours d'école, ça pourrait être plein de choses. Il y a plein de choses à faire, mais je pense qu'il est urgent de commencer à s'y atteler parce qu'en effet, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, il faut vraiment commencer le plus tôt possible, phaser les interventions, se faire un programme. Et je pense que dans ce domaine, le programme Petite Ville de demain va beaucoup aider. Il faudra vraiment s'en saisir et arrêter de prendre du retard dans ce domaine parce que c'est l'avenir de nos enfants et c'est notre qualité de vie actuelle. Merci.
Vous savez, on n'a pas attendu. L'écologie, c'est un sujet transversal. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas identifié de manière explicite sur une ligne budgétaire. Lorsqu'on va refaire le cinéma, les problématiques de retard qu'on a justement à cause du système de chauffage, c'est précisément avec une interrogation sur le plan écologique. On ne pouvait pas continuer avec ce type de chauffage et l'isolation va être traitée effectivement dans le cadre des référentiels actuels. Donc, ce n'est pas identifié, mais ça fait partie des travaux. Donc il y a des tas de choses que nous faisons sur le domaine environnemental qui sont inclus dans les travaux. Lorsque nous réfléchissons conjointement avec les différents partenaires sur les liaisons douces, voies vertes, c'est de l'environnement. Lorsque, dans certaines rues, nous décidons de ne pas rendre l'automobile prioritaire et la bagnole partout, c'est de l'environnement, même si vous ne partagez pas toujours ce point de vue. Lorsque nous avons commencé, nous, et ça a été finalisé, mais c'était déjà complètement fini quand ça a été transféré, lorsque nous avons réglé le problème de l'eau, qui était un problème cotrézien depuis des siècles, avec une prise de conscience de la valeur de l'eau, quelque part, c'est une réflexion éminemment environnementale. Je pense que nous n'avons pas beaucoup de leçons à recevoir en matière environnementale parce que nous avons réglé des problèmes fondamentaux, pas tous, ils seront en cours, il y en a d'autres qui vont émerger d'ailleurs. Le projet du méthaniseur dont nous avons parlé en début de cette séance, c'est aussi dans le cadre, lorsque c'est bien cadré, de la diversification des ressources énergétiques. Donc je pense sincèrement qu'en matière environnementale, là aussi, quand on fera le bilan de notre passage et on mettra les colonnes, je pense qu'on n'aura pas à rougir de nos actions. Oui. Oui, on n'utilise plus de produits phytosanitaires. Je ne vais pas faire la liste, mais la liste serait longue. La station d'épuration, c'est un contentieux justement sur le problème environnemental et c'est en cours. Bon, c'est nous qui avons initié ce projet pour plus de 2 millions d'euros de réparation à la collectivité. Bon, maintenant, c'est géré par la CCRV. Mais la station d'épuration, c'est toujours des conséquences environnementales. Donc on pourrait faire une liste très très longue de tous ces projets qui, de toute façon, concernent toujours l'environnement. Chaque projet, quel qu'il soit, concerne toujours l'environnement, d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que c'est la loi. C'est vrai qu'on peut déplorer, on en avait déjà parlé également, qu'il n'y ait pas un bilan énergétique qui soit fait sur nos bâtiments. Je ne sais pas si c'est prévu, si c'est programmé, si ça va se faire. C'est important également, ça. Il va falloir en passer par là aussi. Si, dans toutes les études que l'on fait sur les projets, notamment ça va être le cas, notamment pour le gymnase Gatineau. D'ailleurs, c'est la raison là aussi. Je l'ai oublié. On a fait tellement qu'on en oublie. Au départ, on devait simplement remplacer un certain nombre d'une partie qui était ouverte à l'arrière. Et quand on a vu la passoire que c'était, on en finit par refaire tout le gymnase parce que ça devenait et ça génère des frais de fonctionnement. Il y a aussi une implication financière, c'est qu'on dépense énormément d'argent. Et donc, il y a l'objectif environnemental, il est lié également. Voilà, c'est une problématique transversale. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ceux qui en font un cheval de bataille purement politique arrivent à des errements dans les communes. D'ailleurs, on voit, ça devient risible. Je pense qu'il faut, dans l'environnemental, il faut faire attention. Il y a parfois loin entre le coup de pub, les effets d'annonce et la réalité. Les effets qui ont les effets de levier les plus importants, c'est vraiment de les prendre en compte dans tous nos projets d'investissement. Là, quand on a refait, par exemple, la rue de la Ferté-Milon, le bout qu'on a refait, on a préféré, par contre, inclure des pistes cyclables en site propre plutôt que de faire des pistes gadgets peintes sur la chaussée en partagé avec les véhicules, ce qui est parfois dangereux. Parfois où on le fera, on va probablement, là on a la même réflexion dans le cadre de la rue Paul Doumer, partout on peut le faire. Après on peut pas le faire partout, c'est exactement d'ailleurs là aussi cette réflexion que l'on a en accompagnement du projet du château avec tous les partenaires, on n'est pas tout seul là-dessus. Voilà, je crois sincèrement, tout le monde sait que nous nous battons plutôt pour privilégier une solution ferroviaire dans le projet plutôt que de ramener encore et toujours la solution bagnole. Voilà, ça c'est authentiquement des soucis environnementaux et qui ne sont pas faciles à régler. Mais c'est un travail l'environnement, c'est quelque chose qui n'est jamais achevé, c'est en permanence, c'est un état d'esprit. Enfin, pour moi, je le vois comme ça. Rappelez que pour Gatineau, au départ, c'était la couverture, c'était des travaux d'étanchéité, et que finalement, on a faire un diagnostic général, donc ça prend beaucoup de temps. Après, il y a les demandes de subventions, il y a toute la procédure habituelle. Mais là, on arrive à 2 millions, parce que, projet environnemental de Gatineau,
c'est qu'il n'y avait aucune isolation thermique et que les salles qui ont été rajoutées, ça a été fait sans tenir compte de quoi que ce soit. À cette époque-là, la prise de conscience n'était pas la même non plus. Donc voilà, je ne sais pas non plus... Oui, c'est rattraper le retard de ce qui n'a pas été fait depuis des dizaines d'années. C'était le sens de notre propos. Et nous espérons plus vieux que ça, que, que ce qui est prévu se soit engagé cette année, qu'on avance enfin. Et on pourra voir l'année prochaine le résultat quand on fera le compte administratif. Oui. Oui, évidemment que quand on change une chaudière, on fait attention à l'environnement. Et évidemment qu'on n'utilise plus de produits phytosanitaires, c'est interdit par la loi. Donc ça, c'est la base. Moi, je parlais d'actions davantage proactives. Le méthaniseur, c'est très bien, mais ce n'est pas la ville qui le fait. Donc, si c'est possible, ce serait bien d'avoir une liste des investissements directement, qui concernent directement le domaine environnemental. D'autre part, sur la place de la Bagnole, comme vous dites, il faut être réaliste, on n'est pas à Paris. Moi, la voiture, je l'utilise le moins possible quand je suis dans Villers-Cotterêts, évidemment, mais on est en zone rurale, semi-rurale pour Villers-Cotterêts, mais il y a beaucoup de ruraux qui viennent, et il ne faut pas se voiler la face. La voiture, c'est une nécessité pour la majorité d'entre nous. Donc, dire on ne veut plus de voiture, pourquoi pas, mais il faut des solutions alternatives, et la suppression de places de stationnement, on peut en supprimer les unes après les autres, mais au bout d'un moment, on aura un problème. Donc, il ne faut pas fermer les yeux et il faut plutôt regarder ce problème en face et essayer de le résoudre et pas être anti-voiture ou pro-voiture, ça n'a pas de sens. Non, mais on n'a jamais dit qu'on était anti-voiture, on a dit simplement qu'il fallait, modifier des comportements. Les voitures, quand ça circule, effectivement, c'est utile, et c'est même, il n'y a rien qui peut concurrencer la voiture sur des segments de transport. Par contre, il y a des habitudes, et puisqu'on parle du stationnement, de gens qui peuvent stationner chez eux, puisque c'est même une condition à délivrance de permis de construire, mais pour des raisons de facilité, laissent sur la voie publique et ensuite râlent parce que la collectivité ne paye pas les places alors qu'ils sont sur la voie publique et qu'ils pourraient rentrer la voiture chez eux. Ce que je veux dire là, c'est qu'il y a des modifications de comportement de manière à optimiser l'usage de la voiture. C'est ça mon suppos. Moi-même, je suis un utilisateur de l'automobile quand je ne peux pas faire autrement, mais quand je vais chez moi, je rentre chez moi, même s'il me savent faire de manœuvre, plutôt que d'embouteiller la voie publique, tout le monde ne le fait pas. Donc voilà, il y a des comportements qui touchent et qui doivent simplement évoluer. Il faut du temps. Tout le monde ne peut pas le faire. Il y a des endroits, voilà, mais c'est comme beaucoup de choses malheureusement, et tous autant que nous sommes, je pense que nous sommes tous de bonne foi, et nous le ferons tous si nous sommes amenés à être confrontés à régler les problèmes, c'est d'essayer de trouver le point milieu le plus efficace, mais parfois il y a effectivement des mesures qui nécessitent une modification de comportement. Je prends l'exemple du centre-ville. Au départ, on nous avait prédit, on a perdu des places, pas mal d'ailleurs, quand même, hein, ça allait être une catastrophe, etc. Les gens prennent les marques et globalement, c'est pas la catastrophe. Voilà, alors, il y a des habitudes, il y a probablement des insuffisances. Alors par contre, il y a certaines insuffisances qui ressortent et qu'on ne voyait pas forcément auparavant, mais beaucoup ont adapté des comportements. Il faudra le faire. De toute façon, avec le projet du château, il vaut mieux commencer à s'atteler à cette modification dès maintenant, parce que de toute façon, l'impact va être tel qu'il va de toute façon y en avoir, et là vous ne pourrez pas nous accuser, ce sera du fait du projet présidentiel, et je peux vous garantir que là il va bien falloir que certains changent de paradigme concernant l'automobile. Je vous accuse de rien, je dis juste qu'il faut traiter la question, et je redemande à avoir une liste des investissements dans les domaines environnementaux. Merci. On vous le fera. Juste une parenthèse, la liste, c'est ce qu'on vous expliquait tout à l'heure, c'est que chaque projet, il y a un impact environnemental, mais tout est lié. C'est pas défini au centime près, quoi. C'est ce qu'on disait sur Gatineau, l'isolation, la reprise des bâtiments, les accès, l'environnement des bâtiments. Il faut passer ça au tamis, hein, tout est lié. Hein. D'autre part, les grands centres-villes, comme Strasbourg, je pense à Chartres, au centre-ville de Chartres autour de la cathédrale, Strasbourg aussi, et je pense à Sarlat, ce qui est le cas aussi dans tout un tas de villes du centre de la France, petites, moyennes ou des très grandes villes comme Strasbourg. Les gens sont contraints de marcher parfois à plusieurs kilomètres
pour aller au stationnement, parce que les véhicules sont interdits en centre-ville. Je pense qu'à Villers-Cotterêts, on est quand même une petite ville. Faire 200 mètres à pied pour aller au centre-ville, c'est quand même pas la fin du monde, hein. Il faut quand même relever ça par rapport à d'autres centres qui nécessitent quand même plusieurs centaines de mètres, voire des kilomètres pour accéder au centre-ville historique. Voilà, c'est ce que je voulais. Je voudrais dire, ça effectivement, c'est l'éternel problème de vouloir faire changer les comportements des gens, mais il y a aussi le problème, c'est que les gens, ils ne vous demanderont pas notre avis. Et le gars, au lieu de s'arrêter à la boulangerie, il ira au Centre Leclerc, il ira à Lidl, il ira à Carrefour. Donc ça, c'est... Bon, nous, effectivement, on peut aller au Centre Leclerc, ça ne nous gêne pas beaucoup, mais est-ce qu'on pense aux commerçants? Parce que vous dites qu'il n'y a pas d'effet de retirer 20, 30, 40 places. En fait, ce n'est pas facile à évaluer, ça. Il faudrait voir dans le temps les chiffres d'affaires, etc., les commerces qui peuvent disparaître. Moi, je pense que les commerçants... C'est les seuls, a priori, qui souffrent de ça, d'ailleurs, parce que nous, c'est vrai, faire 100 mètres, 200 mètres, tant qu'on est valide, bon, c'est pas vraiment un problème. Mais les gens, c'est tout, ils ne s'arrêtent pas. On veut leur faire changer leur comportement, ils ne changeront pas leur comportement. Ils iront se garer où ils peuvent se garer, c'est-à-dire où il y a des parkings. C'est le risque, hein. Bah, je suis d'accord, c'est pas facile à évaluer, ça demande du temps. C'est pas en 3 mois qu'on va dire qu'il y a un effet. Mais je pense qu'il y a un risque. Mais la problématique du stationnement pour les commerçants, elle est réelle. Et là, il y a plusieurs problématiques, hein, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a fait particulièrement attention au centre-ville pour minimiser la perte. Mais les commerçants, c'est une chose. Ceux, par contre, qui se garent sur les places publiques devant chez eux alors qu'ils ont une place à l'intérieur, c'est un autre ressort. Donc, il y a plusieurs problématiques, en fait. C'est cela, là où c'est possible qu'il faut évaluer. C'est sûr qu'il faut... Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, c'est la question... pour ça qu'on est en train de se lancer dans une acquisition derrière le marché couvert, hormis le jeudi, pour pouvoir faire une zone de stationnement pour les problématiques des commerçants. Le projet qui n'est pas idéal, mais qui aussi peut avoir un avantage conjointement avec le CMN pour la prairie, on a également pris en compte que ça pouvait également permettre d'accéder au centre-ville pour dynamiser le centre-ville. Il est clair que par rapport aux activités économiques, je dirais que là, il y a véritablement une attention particulière. Mais c'est pas tout à fait la même chose de gens, par contre, qui nous disent « vous nous supprimez des places parce que vous nous obligez à rentrer chez nous alors qu'on a des places chez nous ». Ça me fait suer de rentrer ma voiture. Voilà. Il y a plusieurs problématiques, en fait. C'est ces comportements-là qu'on veut... on n'est pas adepte de solutions constructivistes. Il ne suffit pas de décréter pour que les gens changent. Il suffit simplement de se dire « bon, on va faire un effort ». Certes, d'ailleurs, beaucoup le font. Et ils le font peut-être pas tout de suite, mais ils le font assez vite, au bout d'un certain temps, ils s'y font. Et si les choses ne se font pas, on a des solutions qu'on peut apporter au cas par cas, qui peuvent être adaptées dans un certain cas, certaines rues qui ne marchent pas dans d'autres. Mais aussi, je peux vous dire que pour avoir suivi de près des dossiers à une autre échelle, c'est que c'est pas parce qu'on peut mettre la bagnole au pied de la vitrine que ça attire forcément les gens. Il y en a au contraire qui ne viennent plus parce que les centres-villes sont complètement bouffés par la voiture. Ils n'y viennent plus. Et quand on fait beaucoup de commerçants, parfois râlent a priori quand on fait des zones piétonnes. Et bon, là, c'est pas du tout toutes proportions gardées. Des villes comme Strasbourg ou même Amiens, ou même des petites villes le font. Ils font carrément des centres-villes où il n'y a pas de voiture. Il faut se garer en périphérie. Mais par contre, la qualité de vie, l'aspect du centre-ville fait que malgré ça, ils viennent quand même. Et les commerçants, après avoir souvent râlé au début du projet et souvent pendant le chantier, parce que là, ils avaient les nuisances, après, ils s'apercevaient, et c'est classique, vous prenez le retour des villes qui ont fait des centres-villes où on marche beaucoup, hein, avec vous avez des rues piétonnes qui sont très longues, mais pas qu'en France. Vous avez des pays dont c'est la culture depuis très longtemps. Alors vous me direz, dans certains cas, c'est couplé avec des réseaux de transport en commun. C'est vrai aussi, c'est le cas de Strasbourg, hein, qui a un des plus beaux réseaux de tramway qui existent urbains. Mais à l'échelle des petites villes, c'est vrai, les distances ne sont pas les mêmes non plus. Donc je pense effectivement que vous avez raison, la problématique n'est pas unique, les réponses elles-mêmes ne peuvent pas être uniques, il faut vraiment faire du cas par cas, et c'est la raison pour laquelle chaque rue, chaque place, chaque carrefour est un problème en soi. Et il y a des endroits, mais sincèrement, quand on fait un projet, on essaye de garder l'existant, on ne se dit pas... Pour éduquer les gens, on va supprimer les places. Pas du tout. On essaye de conserver le maximum. Mais il faut qu'il y ait une convergence des comportements et des réalités. D'ailleurs, c'est une volonté de l'État. C'est une volonté de ceux qui dirigent ce pays, puisque les normes aujourd'hui font que ça entraîne automatiquement, quand on fait un projet,
parce qu'il faut délivrer la chose conforme, ça entraîne automatiquement des suppressions de places, parce qu'on ne peut pas faire autrement, à moins de ne pas respecter les normes. Je rappelle quand même que sur Paris, c'est des dizaines de milliers de places de stationnement qui sont supprimées tous les ans. Oui. C'est pour ça qu'à un moment, il ne faut pas tomber dans la démagogie, parce que si on écoute tout le monde, de toute façon, on ne fait plus rien. Et de toute façon, on ne résoudra pas le problème à long terme. Donc l'objectif, c'est de voir sur le moyen terme et le long terme. Ouais. Je ne vous apprendrai pas, ça fait la une dans la presse. À Paris, ça fait des scandales. Mais de toute façon... la voiture, il n'y aura plus de voitures du tout dans ces centres-villes. Après, il y a le métro. Oui, on n'est pas à Paris, hein, on l'a déjà dit. Oui, mais il y a des comportements qui ne sont pas complètement déliés, je veux dire. Vous allez dans toutes les petites villes de Corrèze, de la Creuse. Moi, je suis allé à Sarlat il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas de métro. Hein, et le centre-ville est inaccessible en voiture, en véhicule. Et c'est pas la seule mais est-ce ville, qu'il y a des parkings en périphérie? Oui, mais c'est ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on cherche à faire. Je ne vois pas où, mais ok, très bien. Et juste une petite précision par rapport aux commerçants. Effectivement, les centres-villes, les commerçants ont du mal à survivre. C'est un fait. Le fait de dire que c'est à cause de la voiture, c'est un faux problème, puisque quand les études ont été menées en 2015 ou 2016 de mémoire par la Chambre de commerce et d'industrie de Soissons pour l'étude du centre-ville pour Soissons et également pour Villers-Cotterêts, la problématique de stationnement n'est arrivée qu'en 5 et 6e position. Les premières positions, c'était le problème des horaires d'ouverture des commerces. Donc on ne peut pas mettre non plus toute la faute sur le stationnement. Augmenter le stationnement favorise le nombre de personnes qui vont venir dans le centre-ville, mais ça ne résoudra pas tous les problèmes. Je pense que ça a donné matière à débattre, c'est bien. On était sur le budget supplémentaire, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Alors, s'il n'y en a pas, je vais le mettre aux voix. Alors, quels sont ceux qui sont pour? Ceux qui s'abstiennent? 2. Ceux qui votent contre? 5. Affectation de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Vu l'article 2334-19 du Code général des collectivités territoriales, vu l'article 47 de la loi de finances pour 2005 et l'article 135 de la loi numéro 2005-32 du 18 janvier 2005, de programmation pour la cohésion sociale qui ont réformé les modalités de répartition de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Vu l'objectif de la réforme de la DSU-CS de mieux prendre en compte les charges réelles des communes disposant de faibles ressources, de mieux couvrir les charges socio-urbaines et de développer l'attractivité générale du territoire. Vu le recouvrement en 2020 de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale pour un montant de 1 525 230 000 €, vu l'avis de la Commission des finances émis en sa séance du 13 avril 2021, le Conseil municipal prend acte de l'affectation de cette dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale à l'amélioration des équipements scolaires et au fonctionnement des écoles et aux activités proposées à la jeunesse dans le cadre du pôle animation jeunesse. Charge et délègue le maire ou son représentant aux fins d'exécution de la présente. Délibération qu'on prend à chaque fois sur l'affectation de la DSU. Une question, s'il vous plaît. Cette DSU, est-ce qu'il y a un contrôle entre ce qui est affecté, enfin la subvention qui est affectée, avec par rapport aux dépenses qui sont engagées? Est-ce que, par exemple, il y a certaines années, la DSU est de 10 et vous dépensez 8, il reste 2, on diminue la DSU. Comment ça fonctionne, la DSU?
Non, en fait, c'est une dotation qui est calculée par les services de l'État en fonction de critères qui... C'est forfaitaire, quoi. Oui, Ok, c'est ça pas va. lié à l'utilisation ultérieure qu'on en fait. Par contre, on doit quand même justifier que l'on affecte la partie sur ce qui a été voté par délibération. Donc, il faut quand même régulièrement qu'on flèche, par exemple. voilà, sur l'exécution, qu'on montre que ça correspond aux sommes qui sont affectées. Et éventuellement, ils peuvent nous demander, et peut-être aussi, dans certains cas, alors à Villers, ça ne s'est pas produit souvent, je sais que dans certaines villes, il y avait des opérations qui étaient d'investissement, qui étaient fléchées, avec un fléchage clair de la DSU derrière. Bon, Alors que là, c'est du fonctionnement. Voilà, mais comme ça fait l'objet d'une délibération, bien évidemment, ça peut faire l'objet d'un contrôle des services de l'État en permanence quant à l'utilisation des fonds publics, oui, bien sûr. Ok. C'est-à-dire que si on le vote là, on ne peut pas l'affecter ailleurs. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vais mettre ces délibérations aux voix. Quels sont ceux qui sont pour? Ceux qui s'abstiennent? Ceux qui votent contre? Adopté à l'unanimité. Garantie d'emprunt à Claisance, construction de 32 logements, 17 rue Jean Jaurès et rue Pelé-Auto. Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, vu l'article 2298 du Code civil, vu le contrat de prêt numéro 116-613 en annexe signé entre Claisance, ci-après l'emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations, vu l'avis de la Commission finances émis en séance du 13 avril 2021, le Conseil municipal délibère. Article 1er, le Conseil municipal accorde sa garantie à hauteur de 10% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 3 505 353 € souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt numéro 116-613 constitué de 4 lignes de prêt. Le dit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. Article 2. La garantie est à rapporter aux conditions suivantes. La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur, donc il ne se serait pas acquitté à la date d'éligibilité. Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Article 3. Le conseil municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges de prêt. Charge et délègue Monsieur le maire et son représentant aux fins d'exécution de la présente fait et délibéré en mairie. Est-ce qu'il y a des questions sur cette garantie d'emprunt? Oui. Savez-vous à peu près où en sont les travaux de cette construction? Pour l'instant, ils ne vont pas démarrer tout de suite. Parce que nous avons un souci. Le problème, c'est que Claisance a détruit tout ce qui est clôture mitoyenne. Ouais. Donc, nous avons le propriétaire du numéro 22 au rue Pelé-Auto qui n'a plus de clôture. Donc, il aimerait aussi un peu savoir où ça en est pour savoir quand est-ce que sa propriété sera reclôturée. On va voir avec Claisance pour qu'il reconstitue le périmètre, surtout que cette opération, il ne va peut-être pas démarrer tout de suite. Donc on va effectivement les questionner pour qu'ils assurent le clos à partir du moment où eux-mêmes... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont démoli des éléments de clos qui sont à eux, qui appartenaient au bien. Donc on ne peut pas les en empêcher. Ils vont nous dire, si les gens veulent se clôturer, qu'ils fassent la clôture.
Bon, mais c'est vrai que comme ils vont construire, voilà, mais si c'est pas mitoyen, si ça leur appartenait, on peut pas leur reprocher d'avoir démoli. Voilà, ils ont voulu purger le terrain, mais c'est la raison pour laquelle on va remonter effectivement que certains riverains ont peur, notamment d'intrusion par le biais de cette partie-là. Mais on ne peut pas les obliger à... Voilà, simplement à vérifier quand même. J'espère qu'il n'y a pas d'ouvrages qui ont été esquintés parmi des biens, par contre, qui ne leur appartiennent pas. Ça n'a pas été remonté. Si c'est le cas, il faut le faire. Normalement, il y a un référé préventif sur ce genre d'opération, justement pour préserver les parties. C'est-à-dire qu'il y a un constat qui est fait effectivement pour vérifier si, l'état où c'est et éventuellement s'il y a des dégradations ultérieures du fait des travaux ou d'opérations. Enfin, c'est ce qu'on appelle un référé préventif. Donc, à ma connaissance, ça a été fait sans l'accord du propriétaire. Un matin, il s'est réveillé, il n'y avait plus de mur. Ouais, mais est-ce que le mur lui appartenait ? Je pense que c'est un mur mitoyen, sachant que... Alors ça, par contre... Mais là, c'est un conflit de droit privé, là, pour le coup, parce que c'est entre le bailleur, effectivement. Donc, il faut, nous, à la limite, si on nous en parle et qu'on a des faits, on peut dire à Claisance, attendez, il nous remonte telle problématique, il faudrait quand même que vous voyez le problème. Mais en droit, on ne peut pas en droit intervenir, nous, directement, puisque ce n'est pas le domaine public communal. Bien sûr, c'est pour ça que je voulais juste savoir... Ouais, tout à fait, mais à ce moment-là, il faudrait à ce moment-là qu'on nous remonte des faits précis, mais surtout être certain à qui appartient le fonds pour qu'on fasse la remarque, mais qu'on la fasse à bon escient. Voilà, parce qu'autrement, on va se dire de quoi vous vous mêlez, quoi. C'est pour ça que ma question était juste de savoir quand est-ce que la construction commençait et s'achevait. Éventuellement passer pour nous donner exactement où ça se trouve et qu'on les interroge. Voilà. D'autres questions ? Alors, si on n'a pas d'autres, je mets ces délibérations en voie. Quels sont ceux qui sont pour ? Qui s'abstiennent, qui votent contre, adopté à l'unanimité, merci. Alors, une convention, il s'agit là d'une convention entre la direction départementale des finances publiques de l'Aisne, la communauté de communes Retz-en-Valois et la ville de Villers-Cotterêts concernant le réseau de proximité des finances publiques. Donc, vu le transfert au 1er janvier 2021 des tâches de recouvrement de l'impôt des particuliers au service des impôts et particuliers de Soissons, vu la fermeture de la trésorerie à Villers-Cotterêts au 1er septembre 2021, vu la volonté de la ville de Villers-Cotterêts de maintenir un service public de qualité de proximité au service des habitants du territoire, vu le projet de transformation du réseau des finances publiques et la concertation menée par le ministre de l'Action et les élus locaux, vu le projet de convention tripartite entre la direction départementale des finances publiques de l'Aisne et la CCRV et la ville de Villers-Cotterêts, considérant les engagements réciproques des parties pour le déploiement du nouveau réseau de proximité et la mise à disposition d'un conseiller aux décideurs locaux ainsi que d'un agent des finances publiques pour les particuliers des DFIP, vu l'avis de la commission des finances émis en sa séance du 13 avril 2021, le conseil municipal approuve les termes de la convention annexée à la présente délibération et dont elle fait partie intégrante, ainsi que ses annexes. Autorise monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention et tout éventuel avenant. Charge et délègue monsieur le maire ou son représentant aux fins d'exécution de la présente. Voilà. Vous avez la convention qui est jointe à cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Non, juste pour dire que c'est une bonne nouvelle pour les habitants de Villers-Cotterêts, puisqu'il va y avoir davantage de services qui seront adaptés aux besoins. Donc, je pense que c'est à saluer. Et l'avantage aussi, c'est qu'il y a un point unique d'entrée, ce qui permettra à certains d'éviter de faire 36 administrations des fois. Donc, il y aura un point unique qui est une sorte de plaque tournante au départ, qui redirigera, quand les questions sont plus complexes, vers les services. Voilà, donc, et ce service, je le rappelle, il n'est pas uniquement à disposition de la ville de Villers-Cotterêts, il concerne également l'ensemble du territoire de manière beaucoup plus élargie, bien évidemment. Voilà, donc je vous invite effectivement à la voter. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions ou questions, je mets ces délibérations aux voix. Quels sont ceux qui sont favorables ? Ceux qui s'abstiennent ? Ceux qui votent contre ? Adopté à l'unanimité. Merci. Augmentation de la participation pour la garantie santé et prévoyance. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu le décret numéro 2011-1474 du 8 novembre 2011
relative à la participation des collectivités territoriales et de leur établissement public au financement de la protection complémentaire de leurs agents, vu la délibération du 5 février 2020 fixant la participation de l'employeur à la protection sociale complémentaire dans le cadre de la procédure dite de labellisation, vu l'avis des comités techniques en date du 25 mars 2021, vu l'avis de la commission des finances émis en sa séance du 13 avril 2021, le conseil municipal décide d'augmenter à compter du 1er mai 2021 la participation pour la garantie santé de 3% correspondant à l'évolution moyenne du taux de cotisation en 2021, soit mensuellement 24,91 € pour l'agent, 12,44 € pour le conjoint concubin pacsé, 8,72 € pour le premier enfant à charge jusqu'à 20 ans, 8,72 € pour le deuxième enfant à charge jusqu'à 20 ans. Décide d'augmenter à compter du 1er mai 2021 la participation pour la garantie prévoyance, maintient le salaire à 7%, correspondant à l'évolution du taux de cotisation en 2021, soit mensuellement 10,75 € de l'indice majoré à 330 à 370, 12,28 € de l'indice majoré de 371 à 489 et 18,41 € de l'indice majoré 440 et plus. Charge avec Monsieur le maire ou son représentant afin d'exécution de la présente. Bon, là aussi, c'est une délibération qu'on retrouve chaque année, qui consiste à s'adapter aux évolutions en prenant la moyenne, bien sûr, des différents prestataires. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur cette délibération? Alors, s'il n'y en a pas, je mets aux voix. Quels sont ceux qui sont favorables? Ceux qui s'abstiennent? Ceux qui votent contre? Adopté à l'unanimité. Approbation du rapport de la CLET de la communauté de communes de Red-Saint-Valois du 18-12-2020. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général des impôts, notamment l'article 1609 noni C4 du CGI et le rapport de la commission locale évaluation des charges transférées, est approuvé par la délibération concordante de la majorité qualifiée des conseils municipaux. Considérant que la CLET s'est réunie le 18-12-2020 pour l'évaluation des AC liés au transfert de la compétence transport, vu l'avis de la commission des finances émis en sa séance du 13 avril 2021, le conseil municipal approuve le rapport de la CLET du 18-12-2020 de la communauté de communes de Red-Saint-Valois tel qu'il est annexé à la présente délibération. Charge de l'ex Monsieur le maire ou son représentant à la fin de l'exécution de la présente. Voilà, on se prononce effectivement sur une problématique de compétences transport qui concerne la CCRV, mais les communes doivent se prononcer, même si on n'est d'ailleurs pas directement, nous, concernés par les évolutions. Est-ce qu'il y a des questions? Si on n'a pas, je mets cette délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont pour? Ceux qui s'abstiennent? Ceux qui... Ah, pardon. Non, une abstention? Une abstention. Contre, j'ai demandé. Donc vote moins une abstention. Voilà. Bien. C'était la dernière délibération. Le prochain conseil municipal, c'est quand? Le prochain conseil municipal, c'est fin juin. S'il n'y a pas encore quelque chose qui... Oui, si ce n'est pas une question hors... oui. Non. Simplement savoir si le prochain conseil municipal se déroulera également à 19h. Parce que c'est bien ça. Enfin, pour nous, après je ne sais pas pour les autres. C'est juste... je ne l'ai pas posé 3 jours avant, mais... Alors on avait posé la question la dernière fois, est-ce que ça posait un problème? Est-ce que ça, a priori, fin juin... Bon, moi, je... Vous savez, moi, quand je ne vois pas de raison de dire non, ben, je ne dis pas non. Bon, si c'est quelque chose effectivement qui est partagé, pourquoi pas, on pourra la mettre à 19h. Je ne sais pas où on en sera fin juin, normalement, les conditions sanitaires, j'espère qu'elles seront plus favorables. Voilà, je ne sais par contre où, je ne vais pas complètement m'avancer, hein, mais bon, ici, pour l'instant, c'est pas mal. Donc, voilà, ok, on prend. On pourra faire les feux de la Saint-Jean, ça peut être sympa. Ça. Okay. Très bien, bonne soirée à tous.